Eh bien, bonjour à tous. Et vraiment un très grand merci à vous d'être ici, de m'accueillir, le Parisien et aussi une Marseillaise, puisque vous connaissez Sophie Ebrard, qui est un des visages de BFM Marseille. Je suis ravi d'être là pour vous rencontrer, échanger avec vous dans ce lieu magique qui nous accueille. Alors je vais être très honnête avec vous, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc on essuie un peu les plâtres. On a eu envie eh bien, de venir à la rencontre des téléspectateurs de BFM TV. Donc normalement c'est une première qui sera suivie d'autres éditions dans les prochaines semaines, un peu partout en France. Et l'idée est très simple, c'est d'échanger, de discuter, de peut-être même nous disputer un petit peu, s'il le faut, sur certains sujets qui vous paraissent importants. En tout cas, la parole est libre, sans filtre. Je suis sûr que vous allez avoir envie de jouer le jeu et de vous exprimer très librement sur tout un tas de sujets. Je pense que si vous êtes là, c'est parce que BFM TV a une place dans votre quotidien. Je suis frappé de voir que beaucoup de gens ont cette chaîne allumée toute la matinée, toute l'après-midi, toute la soirée, parfois même toute la journée. BFM TV vous accompagne, fait partie de la vie des Français depuis maintenant de nombreuses années, même si c'est une chaîne jeune par rapport aux autres. C'est une chaîne qui a été créée en 2005. Et c'est une chaîne qui fait débat. Voilà, c'est une chaîne qui laisse pas indifférent. C'est une chaîne de gauche, c'est une chaîne de droite, c'est une chaîne macroniste, c'est une chaîne d'extrême centre. J'entends tout et son contraire. C'est une chaîne qui n'est pas indépendante ou qui est trop indépendante. Bref, au-delà de ces considérations-là, dont on parlera sûrement, ce qui m'intéresse, et j'espère que vous aussi ça va vous intéresser, c'est avec Sophie de vous faire découvrir aussi les coulisses. Il y a beaucoup de fantasmes sur le métier de journaliste et sur la télévision parce que je crois qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est notre métier au quotidien. C'est normal, hein. Moi je ne sais pas comment fonctionnent vos métiers à vous tous ici. Il faut que peut-être on raconte un peu mieux comment se fabrique l'information, comment se fabrique une chaîne d'information en continu, pour que peut-être on soit un peu mieux compris et qu'il y ait parfois moins de malentendus. Donc j'espère aussi que cet échange qu'on va avoir va nous servir à ça, à essayer de lever quelques doutes que vous pouvez avoir, et puis aussi quelques idées reçues sur ce métier. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'est qu'on puisse parler au maximum, qu'on puisse échanger au maximum, vraiment parler sans crainte. J'ai peut-être juste, avant de donner la parole à Sophie, juste une petite demande, si vous, vraiment, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais si on pouvait parler de tout sauf du classico. Ça vous dérange pas. Parce que là, sinon, bon, comme je suis un peu en terre ennemie, je crains de ne pouvoir vraiment dire ce que je pense. C'est une plaisanterie, bien sûr, mais voilà, je voulais juste vous dire tout cela pour démarrer. Peut-être que Sophie veut dire quelques mots aussi pour commencer. De mon côté, je veux bien répondre. Ça marche? Non. Alors, est-ce que tu veux prendre le mien en attendant? Il est allumé. Petit problème de micro. Je prends le tien. Prends le mien. Juste pour vous dire que de mon côté, je veux bien répondre aux questions sur le classico. Ce sera avec plaisir. Voilà, je m'en chargerai, Bruce. Je suis très heureuse d'être ici, dans ce lieu magnifique à Marseille, et je suis très curieuse de connaître vos questions, car comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a un fantasme autour de notre métier qui évidemment est dû à une forme d'incompréhension. Donc j'ai vraiment très hâte de répondre à vos questions et vous expliquer de manière très simple comment on travaille au quotidien, comment on choisit nos sujets, comment on vérifie nos informations, comment on construit finalement un journal télévisé. Et je pense que le mieux, c'est qu'on y aille et qu'on aille vers la première question, si ça vous va. Allez. Allez, première question au premier rang. Allez, bon. Ah, est-ce que ça remarche? 1, 2, 1, 2. Bonjour, vous m'entendez bien? Alors, on vous entend. Super. Bonjour.
Alors enchanté, mais déjà merci beaucoup pour nous accueillir dans ce merveilleux lieu. Alors nous sommes 3 étudiants de Kedge à Marseille, une école de commerce, on est en marketing, sport et médias. Voilà. Alors ma première question va pas forcément porter directement sur votre métier, plus tourner vers le sport. Désolé de commencer par ça. Ma question était par rapport on sait qu'il y a plusieurs compétitions sportives qui ont fait polémique ces dernières années, avec les Jeux Olympiques à Pékin, avec la Coupe du Monde de football, les Jeux d'hiver asiatiques là récemment attribués à l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez qu'il faut réformer qu'il faut réformer les grandes compétitions internationales en contrôlant les systèmes de désignation ou en instaurant une charte par exemple pour les droits de l'homme et la protection de l'environnement? Voilà. Bien, mon cher ami, je suis désolé, mais je ne sais pas vraiment répondre à votre question. C'est pas vraiment l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis très sensible à l'actualité sportive depuis toujours, et je sais que ces compétitions font polémique. Nous, notre boulot, c'est de raconter ces polémiques, de rester neutre, de pas, voilà, il n'y a pas d'engagement, par exemple, de la part de BFM TV pour boycotter tel ou tel événement. Et pour le reste, pour ce qui est de réformer ou pas, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, malheureusement. D'accord, oui. Alors, je ne sais pas si le micro fonctionne toujours. Si. Alors, justement, pour rebondir sur ce que vous dites, peut-être préciser ma question aussi sur votre manière, du coup, de gérer un peu l'imbroglio qu'il y a entre la Coupe du Monde qui a été... comment vous faites pour traiter en fait la question du Qatar, par exemple, par rapport à Paris, qui a des liens avec le Qatar, et voilà. Est-ce qu'il y a un réel souci, vous, de votre côté, pour traiter l'information ou... En fait, on a de la chance, c'est que le Qatar a à peu près tout racheté, sauf BFM TV. Donc, pour l'instant, on s'en sort. C'est un sujet. Vous savez, on a vu récemment, et nous aussi, on le fera probablement, beaucoup d'investigations autour. Il y avait un magazine de complément d'enquête sur France 2 sur cette attribution, pas plus tard qu'hier. Beaucoup de journaux enquêtent sur le sujet. Nous aussi, on le fera. On est un peu occupé à d'autres sujets en ce moment parce que, comme vous le savez, la guerre en Ukraine et puis en ce moment la crise des carburants font qu'on s'est un peu focalisé sur ces 2 événements. Mais je pense qu'on pourra rapidement aussi, nous aussi, proposer des choses sur cette polémique. Et de toute façon, comme ça fait partie des grands sujets d'actualité, on en parlera, forcément. Oui, madame. On va vous apporter un micro, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse vous entendre. Bonjour Sophie, bonjour Bruce. Je suis ravie d'être là, donc c'est vraiment un format original. Et moi, la question que j'ai, c'est que ce soit vous ou Sophie, au moment où vous prenez la parole pour intervenir sur un sujet, combien de personnes ont travaillé avant que vous fassiez part de ce que vous allez nous faire part? Combien sont les personnes qui ont travaillé? Qui vérifie effectivement les informations? Parce que la chaîne d'info, ça va très très vite et parfois on peut se tromper. Alors, c'est un sujet crucial. La vérification de l'information, c'est vraiment quelque chose... il faut imaginer... Alors, je vais essayer de simplifier au maximum, parce que là on rentre vraiment dans les entrailles de la chaîne, mais ce sont des process, comme on pourrait dire. Ce sont des procédures même. Vous savez, je vais prendre une image. Vous savez, quand un pilote d'avion lance la procédure de décollage, on le voit faire tout un tas de trucs, d'appuyer sur 15 000 boutons. C'est un peu pareil. Nous, on a besoin, avant de donner une information qui nous paraît peu évidente ou qui nous paraît être suspecte, on va passer beaucoup de temps à la confirmer. Je vais vous donner un exemple très concret pour que vous compreniez. Il y a quelques semaines, le grand réalisateur français, franco-suisse d'ailleurs, Jean-Luc Godard, est mort. C'est tombé un matin, cette information, dans ma tranche, donc j'étais à l'antenne, et c'est Libération, sur son site, qui a annoncé la mort de Jean-Luc Godard. Donc, nous, on a vu passer ça sur les réseaux, sur le site de...
c'est compliqué parce que vous savez, la mort de quelqu'un, ça demande vraiment une vérification totale. On ne peut pas annoncer comme ça, en se trompant, la mort de quelqu'un. C'est malheureusement déjà arrivé dans d'autres médias et je peux vous dire que c'est un traumatisme pour des rédactions. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a des journalistes à BFM TV qui sont spécialisés dans le cinéma et qui vont vérifier cette information. Concrètement, comment on fait? On téléphone, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On téléphone, et bonjour, Libération annonce, on appelle le domicile. Voilà, ça se passe comme ça, pour essayer d'avoir une confirmation. Dans ce cas précis, on a mis 1h30 à confirmer l'information. On n'y arrivait pas. Ça répondait pas, les gens nous disaient on ne sait pas, on n'y arrivait pas. Donc, ce qui est fou, c'est que ce jour-là, sur Twitter, on m'a reproché de ne pas annoncer l'information. Alors, y compris des journalistes un peu reconnus, en disant alors qu'est-ce que vous foutez à BFM, vous n'êtes pas au courant que Godard est mort, vous en parlez pas, ça vous intéresse pas. Et en fait, contrairement à ce qu'on imagine, la vérification de l'information, c'est un moment où on ralentit. On peut imaginer que BFM TV, c'est une chaîne qui va très très vite. Mais dans ces moments-là, on est obligé de ralentir, parce qu'on ne peut pas se permettre d'annoncer une information si on n'est pas sûr à 100%. Qui plus est, quand on parle de la mort de quelqu'un, vous vous rendez compte? Donc c'est vraiment un travail qui est un travail tout simple, de vérification. On passe des coups de fil, on appelle, on cherche une source, 2 sources, 3 sources pour avoir la confirmation. Et à un moment donné, et c'est là où votre question est vraiment très très intéressante, il y a des gens aussi dans une chaîne comme ça, qui sont des rédacteurs en chef, directeurs de rédaction, directeurs généraux, qui prennent la décision, parce que c'est une décision industrielle, de dire on y va. On donne cette information. Pourquoi c'est une décision industrielle? Parce qu'une chaîne info ne peut pas se permettre de donner une mauvaise information. Vous allez au restaurant ce soir, vous allez manger, ça a l'air très bien, puis dans la nuit vous êtes malade. C'est évident que c'est ce que vous avez mangé au restaurant. C'est pareil, une mauvaise information. C'est quelque chose qui fait que vous n'allez plus jamais retourner dans ce restaurant. Parce que vous allez vous dire, même si 2 jours après, vous recroisez le chef qui vous dit « Mais si, on a eu un problème, revenez ». Ouais, mais non. Une chaîne info, elle ne peut pas se permettre de donner une information erronée. Pourquoi? Parce que derrière, ça va avoir un effet terrible sur les téléspectateurs et sur le public. D'où ces processus, pardon, je suis un peu long, qui sont très difficiles, très pointilleux. Juste pour dire un mot sur effectivement la vérification de l'information, c'est évidemment la base de notre métier. Donc la plupart des journalistes de la rédaction font ça au quotidien. C'est vrai qu'on peut peut-être expliquer qu'il y a des informations qui sont plus faciles à vérifier que d'autres. Oui, par exemple, 2 exemples hier à Marseille, la CGT qui annonce la fin de la grève à la raffinerie de Fos-sur-Mer. On passe un coup de fil à la CGT qui nous dit effectivement la grève s'arrête. Hop, c'est facile à vérifier parce qu'on a vraiment les personnes en question. En revanche, un autre exemple, par exemple un fait divers, un meurtre à Marseille dans certains quartiers, c'est une information qui est plus difficile à vérifier, qui est plus difficile à raconter. Et là, on a différentes sources qui sont nos journalistes spécialisés qui par exemple, ont des contacts précieux au sein de la police, au sein de la préfecture. Donc, c'est déjà des coups de fil que ces journalistes passent à la préfecture, aux policiers, et puis les journalistes qui tout simplement vont aller sur le terrain, qui vont demander aux personnes sur place qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu, à quelle heure. Et en fait, tout ça, les journalistes vont faire un travail de recoupement de toutes ces informations entre celles auprès de la police, par exemple la préfecture, et les personnes sur place. Et au final, quand tout concorde, on part du principe, on se dit voilà, ok, tout concorde, on a 3 sources qui disent la même chose, hop, on y va, on sait que ça s'est passé là à telle heure et qu'il y a eu 2 déflagrations ou autre. Mais voilà, ça fait partie de nos sources possibles. Mais encore une fois, il y en a beaucoup d'autres. Mais par exemple, sur cet exemple, voilà comment on ferait. Et juste d'un mot, vous vous demandez combien de personnes travaillaient sur ma tranche, par exemple, le matin, 9h midi. Il y a une quinzaine de personnes qui sont dédiées essentiellement, exclusivement à cette tranche. Mais
En réalité, c'est l'ensemble de la rédaction qui travaille aussi. Donc c'est difficile de vous donner un chiffre. Il y a 15 personnes qui travaillent pour la tranche, entre 12 et 15, et puis ensuite, toute la rédaction, et là, c'est plus de 250 journalistes. Merci pour votre question, en tout cas. Oui. Alors, pardon, sur le même sujet, mais pour bien comprendre et décrypter les mécanismes de l'information, c'est Libération, vous aviez des liens, même si aujourd'hui c'est moins directement, mais vous êtes un groupe avec d'autres marques médias, au-delà de BFM. Est-ce que toutes les marques vont vérifier l'information de Godard et de sa mort, ou RMC, BFM et autres, ou il n'y a pas un pôle quand même d'information, de vérification d'information qui est commun à l'ensemble des marques du groupe ? C'est variable en fait. Ça, je pense que sur cet aspect précis, j'ai su le fin mot de l'histoire, en fait, pourquoi ça avait été si long. C'est la veuve qui a appelé un journaliste de Libération qu'elle connaît bien. Donc il y a eu comme ça une information privilégiée qui est arrivée à Libé. Les autres médias ont essayé petit à petit de vérifier dans des conditions un peu difficiles. Là, sur ce cas précis, il n'y a pas eu de synergie, comme on pourrait dire, mais c'est pas, comment dire, par... c'est pas parce qu'on s'entend pas bien, c'est juste que c'est un cas un peu particulier. RMC et BFM TV travaillent vraiment ensemble de façon très unie, très coordonnée, très souvent. Il y a beaucoup de gens d'RMC qui viennent sur BFM TV, qui viennent nous apporter des informations, donc là ça marche plutôt pas mal de ce côté-là. Je passe la main, mais sur... Et par rapport à l'AFP, alors justement, à quel moment vous attendez ou pas l'AFP pour... et si l'AFP dit une information, là, vous la vérifiez quand même ? Ça dépend des sujets. Par exemple, sur un sujet international, on va faire confiance à l'AFP parce qu'il y a un réseau incroyable. L'AFP, c'est 200 correspondants dans le monde. C'est une référence absolue. Si c'est une information franco-française, on va plutôt faire confiance à nos propres sources et à nos propres modes de fonctionnement. Par exemple, pour tout ce qui est politique, faits divers, sport, là, on va plutôt faire confiance à nos informations. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne croit pas à l'AFP, mais on va quand même faire une vérification. Justement, une question pour Sophie, après je repasse le micro, mais il y a pas mal d'anciens de la chaîne Marseille ici, et la Provence, et je leur rends hommage, pour justement, à l'époque, à la chaîne Marseille, l'AFP locale, c'était la Provence quasiment, parce que justement, les infos de l'AFP, peut-être qu'en local, ne sont pas aussi précises et fournies. Est-ce que c'est toujours le cas avec BFM Marseille ? Est-ce que la Provence reste aussi une source d'information locale très importante au quotidien ? Est-ce que la Provence est notre AFP ? Non. En revanche, il y a des informations qui, par exemple, un matin, vont être révélées par la Provence, mais on vérifie toujours avant de sortir l'information. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vérifié avant que ça passe sur notre antenne. Alors, on va vous passer un micro. Qui prend la parole ? Monsieur, peut-être ? Non ? Alors, monsieur, là, pardon. Bonjour. Une question pour vous deux. Donc, est-ce que vous pensez qu'en étant en situation de handicap, on peut réussir dans le milieu de la culture et surtout des médias, même si on a des bonnes idées et du talent, mais compte tenu des mentalités et des préjugés des gens ? Il faut qu'on fasse tous cet effort et qu'on soit capable, en effet, d'accueillir des personnes de handicap. Dans le monde de la culture, je me rends moins compte. Dans le monde des médias, moi je donne des cours de journalisme. J'ai eu un étudiant que j'aimais beaucoup qui était unijambiste. Alors on peut se dire comme ça, pour faire ce métier, est-ce que c'est... Bah oui, c'est un handicap, évidemment, mais c'est un garçon qui s'en sort très bien, qui fait un très bon début de carrière. J'ai essayé de l'aider au maximum, et je crois qu'en effet, il faut qu'on puisse être, ne serait-ce que pour montrer l'exemple aux téléspectateurs, à tout un tas de... voilà, pour tout un tas de raisons, je pense que c'est très important, en effet, qu'on puisse être capable d'accueillir des gens en situation de handicap. Et pour être très honnête, moi je suis pas DRH, donc je me rends pas compte exactement de ce qu'on fait, mais en tout cas, moi je trouve que c'est très important. J'aimerais
avoir votre avis également, s'il vous plaît. Je ne pense pas que ce soit un frein. Et d'ailleurs, je pense savoir de qui tu parles, qui a été au desk chez BFM TV, évidemment, où je travaillais avant. Donc, et un très bon journaliste qui était là quotidiennement et qui faisait des sujets au desk, c'est-à-dire qui recevait les images des reporters sur le terrain, qui montait les images donc sur le logiciel de montage, qui enregistrait sa voix par-dessus. Et ces sujets étaient diffusés quotidiennement, un sujet par jour. Et ça n'a pas été, il n'était pas considéré comme en situation de handicap et il était considéré au même titre que tous les autres journalistes. Donc oui, sur cet exemple, je ne pense pas que ce soit un frein. Merci beaucoup, monsieur. Beaucoup. Merci. Alors, une autre question peut-être. Je vois pas mal de mains qui se lèvent. Alors. Vous arrive d'être encombré par les chroniqueurs ou les gens qui passent chez vous là. Est-ce qu'il m'arrive d'être encombré? Oui, encombré, oui. Bah écoutez, non, moi je suis content d'être entouré de chroniqueurs parce que vous savez, j'en ai choisi certains et d'autres je les ai pas choisis, mais parce que ils étaient là avant que j'arrive, par exemple, ça se fait. C'est pas forcément un problème que je ne les ai pas choisis. Vous savez, après une fois que on travaille tous ensemble, ça marche ou ça marche pas. Donc le fait que je les ai choisis ou pas, finalement, ça devient plus un sujet. Mais au contraire, moi, je suis content d'avoir du monde autour de moi parce que je pense que ce sont des points de vue différents. Vous avez des éditorialistes politiques, vous avez des chroniqueurs culture, vous avez des tas de gens. Moi, le matin, beaucoup de gens autour de moi, Benoît Galeret, Candice Mahout, Ashley Chevalier, sont des visages, des noms que vous connaissez et qui apportent beaucoup de richesse au plateau. Puis moi, j'ai toujours, c'est un peu mon naturel, j'ai toujours aimé être à l'antenne avec beaucoup de monde parce que ça me permet un peu de raconter 2-3 bêtises aussi au passage, de mettre une bonne ambiance sur le plateau. C'est plutôt agréable. Ça permet aussi, au-delà du fond, évidemment, et de l'information qui est délivrée, ça permet aussi de créer un climat qui est plutôt sympa. Voilà, donc... Pardonnez-moi, monsieur ? Ah bon, mince. Ah ben, vous êtes là pour vous exprimer, alors c'est le moment de le dire. Alors, écoutez, vous savez, on arrive sur un point c'est très intéressant parce que souvent, des proches ou alors des gens que je rencontre dans la rue me disent « Ah, un tel là qui est avec vous le matin, je peux pas le blairer. » Alors vous êtes là, vous dites « Ah bon, mais c'est pas sympa parce que souvent c'est un copain ou une copine. » Mais c'est le propre de la télévision. Moi-même, en tant que téléspectateur, il y a des émissions qui me plaisent pas du tout, des présentateurs, des présentatrices avec qui j'ai un peu de mal. Vous savez, on est vraiment dans la subjectivité pure, quoi. C'est qu'est-ce qui nous plaît à la télévision? Pourquoi est-ce qu'on aime un film? Pourquoi est-ce qu'on aime une série? Pourquoi est-ce qu'on aime un animateur? Est-ce que vous allez regarder la Star Academy demain soir? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ça aussi la télévision. On se présente devant vous tous. Et puis, vous avez le choix de zapper, de pas zapper, de dire j'aime bien, j'aime pas. Ce que j'aime bien, c'est quand je sens que ça laisse pas indifférent. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de travailler avec des chroniqueurs et des chroniqueuses, avant même d'être à BFM TV, qui étaient quand même des fortes personnalités, des gens comme Daphné Burki, Anne-Elisabeth Lemoine, c'est des gens que vous connaissez, Ariel Wiesman, Nicolas Doménac ou d'autres, encore Marie Coleman. C'est des gens qui ça tranche, quoi. Ils laissent pas indifférents, ces gens-là. Donc, en gros, il y en avait un dans la rue, il y avait une personne sur deux qui me disait je peux pas le blairer ou je l'adore. Bon, alors avec ça, j'essaie de me débrouiller. Mais je comprends, monsieur, vous savez, et j'ai pas vraiment de solution pour vous. Le principe d'une tranche d'information telle que moi je l'ai fait le matin, c'est justement de mettre plein de gens autour de la table, des invités, des chroniqueurs. Alors, on essaie de faire au mieux. Sophie, tu veux dire quelque chose ? Sur l'équipe, moi j'ai jamais choisi une équipe.
Donc je suis toujours arrivée dans des équipes avec qui se formaient. Je pense que la télé, finalement, c'est un travail, c'est comme la vraie vie. Il y a des personnes avec qui on s'entend plus ou moins. J'ai la chance cette année de travailler dans une rédaction formidable, ce qui n'a pas toujours été le cas. Enfin, j'ai pas toujours eu une équipe avec qui je m'entendais avec tout le monde. Cette année, ça se passe très bien. Alors évidemment, il y a des personnes avec qui on s'entend mieux. Mais sur le côté en plateau, je pense qu'il y a une différence avec on s'entend bien ou on s'entend pas. Une fois qu'on est sur le plateau, c'est pour faire son travail, donc peu importe. Mais je comprends ce que dit le monsieur dans le sens où c'est vrai que quand on s'entend bien, dans la réalité, ça se ressent quelque part pour les téléspectateurs. Merci monsieur pour votre question. Monsieur, Je voulais allez-y. souligner en premier votre initiative de venir à notre rencontre qui est absolument exceptionnelle, mais surtout qui permet de mettre en lumière notre BFM Marseille-Provence, dont on a bien besoin, nous, les habitants, nous, les chefs d'entreprise de ce territoire, et c'était vraiment important de le souligner. Plus particulièrement pour l'aspect journalistique. Aujourd'hui, on a souvent la difficulté de voir des journalistes qui sont un petit peu dans un jeu de rôle entre l'intervieweur et l'interviewé, qui a pour origine un peu soit les conditions, soit le contexte de l'interview. Je parle bien de l'interview et non pas de l'information qu'on peut contrôler. Là, c'est de l'instantané. Comment on peut arriver à ce que nous, les téléspectateurs, nous, ceux qui regardons et qui attendons de votre part, BFM, une information valable, une information sincère et véridique, que justement l'intervieweur va être exempt de toute complicité, entre guillemets. Je dis mot complicité, voilà. C'est une bonne question parce que l'interview, et je sais pas, vous parlez particulièrement des interviews politiques, pas seulement. Politique, mais pas seulement. Vous en aviez sur l'aspect des dépôts de carburant en ce moment. Quand on interviewe la CGT, quand on interviewe des grandes organisations syndicales, patronales, quelles qu'elles soient, il y a forcément toujours quelque chose qui peut arriver. Ça ne veut pas dire que le journaliste peut être mis en cause, c'est pas ça du tout. Mais comment peut-on faire pour améliorer, et surtout sur une chaîne d'infos, sur une chaîne généraliste, on peut être moins regardant, mais sur une chaîne d'infos comme BFM, de faire en sorte que cette information qui nous est retransmise, qu'elle soit par l'image ou par le son, puisse être sérieuse, véritable. C'est un questionnement permanent. Parce que, vous savez, le sérieux et même le prestige d'un média d'information, ça va passer par ces interviews. Et notamment par ces grandes interviews qui vont faire l'événement. Alors vous me dites, est-ce qu'il y a une complicité ? Je ne sais pas s'il y a une complicité, mais ce sont des gens qu'on connaît. Je ne peux pas vous dire le contraire. Philippe Martinez de la CGT, j'ai dû l'interviewer 40 fois. Je n'ai jamais déjeuné avec lui, je ne suis pas parti en vacances avec lui, mais je le connais. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? On se serre la main, il s'installe. Je sais exactement la façon dont il va répondre aux questions. Et lui, il sait à peu près comment je vais l'interviewer. J'entends ce que vous dites, mais soyez sûr d'une chose, on est un média de masse. C'est-à-dire que BFM TV veut parler à tous les Français. Quand vous êtes un média un peu plus orienté, vous parlez à une catégorie. Enfin, je veux dire, c'est pas un mystère que Le Figaro, plutôt un média libéral, conservateur. Libération est un journal historiquement de gauche, etc. BFM TV, ça n'a pas de couleur, hein, parce que nous, notre objectif, c'est pas de parler à une catégorie, c'est de parler à toutes les catégories. Vous avez compris pourquoi ? Parce que nous, notre but, au-delà de faire une bonne information, c'est aussi de faire une forte audience. Donc, si vous voulez, si on commençait à se dire « Ah oui, alors un tel, il faut qu'on soit sympa avec lui parce qu'on va vouloir plaire à telle catégorie, etc. » on est mort. Nous, notre objectif, c'est d'essayer de parler
à toute la France, et peut-être même au-delà. Donc ce que je veux dire, c'est que vraiment, on essaye de corriger au maximum ce qui peut paraître parfois apparaître comme un défaut. Mais ne vous méprenez pas non plus sur ce qui se passe dans ces interviews. Le journaliste, il est là pour obtenir des réponses, quel que soit l'invité, etc. Et puis moi, je connais pas de journaliste à BFM TV, en tout cas, qui fait son boulot de façon partisane. Hein. Il n'y a pas chez nous ça. C'est quelque chose qui serait même interdit. Parce que pour le coup, c'est tellement à l'encontre de ce qu'on veut être. Alors après, vous allez me dire, oui, mais alors la neutralité, l'impartialité, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Je suis d'accord avec vous. Alors là, c'est une galère. Hein. C'est pas simple. Mais on essaye au maximum d'être nous-mêmes, c'est-à-dire une chaîne neutre qui va privilégier l'information. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Sophie. Peut-être rajouter que oui, effectivement, sur BFM, en tout cas, l'objectif, c'est de trouver le dénominateur commun entre toutes les personnes qui nous regardent. Et je pense que ce dénominateur commun, c'est expliquer les informations de manière simple. Par exemple, sur cette grève des raffineries, c'est d'expliquer de manière simple pourquoi la grève, les revendications, etc. Et sur l'impartialité, oui, évidemment qu'on a notre avis, évidemment qu'on trouve que cet argument est plus valable que l'autre, mais moi, en tout cas, j'ai jamais eu l'impression, en faisant des interviews, en ayant mon propre avis, que ça transparaisse, dans le sens que même si on a son propre avis, en tant que journaliste, on peut et on doit être capable de mettre la personne qui nous ressemble, entre guillemets, face à ses contradictions. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais été un problème. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le journaliste, il est là pour apporter la contradiction. Donc si je reçois Philippe Martinez de la CGT, je vais l'emmerder, entre guillemets, pour le mettre face à ce qui peut paraître dans son action, dans son mouvement problématique. Mais si je reçois un ministre du gouvernement sur le même sujet, je vais essayer aussi de le mettre face à cette contradiction. Être journaliste, c'est avoir l'esprit critique. Donc avoir l'esprit critique, ça amène ce genre de choses. Oui, j'abordais ce point-là parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, il faut comprendre que nous tous, on est aujourd'hui noyés dans l'information. L'information instantanée, l'information sur les smartphones, sur les sites internet, sur les radios, sur les télés. Et on devient de plus en plus... il nous est de plus en plus difficile, aujourd'hui, de faire le tri dans la bonne information, la vraie information, les fakes et tout ce qui va... Donc l'avenir, pour nous, d'une chaîne d'information, c'est de pouvoir compter sur son information. C'est là que je voulais en venir. Mais c'est très juste. Moi, je vous dis, les médias sont pas parfaits, les rédactions sont pas parfaites, BFM TV n'est pas une chaîne parfaite, mais je vous dis, il faut aussi nous aider et continuer à nous soutenir et à nous regarder, parce que sinon l'information, elle sera que sur YouTube. Et là, c'est mort. Parce que sur YouTube, c'est autre chose. C'est des gens qui sont partisans, qui parlent à d'autres gens qui pensent exactement comme eux et qui leur racontent ce qu'ils ont envie d'entendre. Pas de vérification, etc. Alors attention, je ne mets pas tout YouTube dans le même sac, mais ce que je veux dire sur ce qui est aujourd'hui notre métier. Donc, quand vous dites on est submergé d'infos, vous avez raison. Et dans ces cas-là, il faut revenir aux fondamentaux. J'allais dire, faut lire Le Monde, faut regarder BFM, faut écouter des radios sérieuses. Ce que je veux dire, c'est que il faut se méfier et il faut faire attention, parce que parfois aussi, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, un événement, j'en sais rien, c'est vrai que c'est un bon exemple, les raffineries en ce moment. On peut être exaspéré par ce mouvement, puis on peut aussi être solidaire. Donc parfois, vous allez tomber sur un moment sur BFM où vous allez entendre un syndicaliste qui va vous exaspérer parce que vous dites, mais merde, 7% d'augmentation quand même, j'aimerais bien les avoir. Et puis à un autre moment, vous allez tomber sur quelque chose qui va vous agacer tout autant. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vraiment... pour revenir à ce que vous disiez sur le flot d'infos, et là on rejoint ce que je disais en introduction, il y a 250, 280 journalistes qui travaillent à BFM TV, qui bossent
comme des chiens, parce que c'est un boulot dur, c'est un boulot compliqué, c'est un boulot qui demande beaucoup d'énergie, qui demande, voilà, quand on rentre du boulot, on est cramé, mais pour vous offrir l'information la plus vérifiée, la plus sérieuse, etc. Je dis pas qu'on est parfait, loin de là, malheureusement, mais parce qu'on est des êtres humains, mais on essaie de faire au maximum. Vraiment, soyez-en sûrs. Nous deux, on est venus à deux, mais c'est moi qui prends la parole. Nous, on est devenus, pour vous dire un peu, puisque vous êtes venus à notre rencontre, complètement accro à BFM TV. On vous regardait avant d'une manière quotidienne, le matin au café. Et en fait, on est restaurateur. On a des bistrots Régent à Marseille. Et la chose qui nous a le plus marqué, un des moments de notre vie vraiment très important, ça a été le 14 mars 2020, quand vous avez passé à la télé Édouard Philippe, qui a annoncé la fermeture de nos restos 4 heures plus tard. Et en fait, nous, souvent, c'est vous qui nous apprenez notre propre sort. Parce qu'on n'a pas eu de mot de la préfecture, de n'importe quoi, ou l'association de restaurateurs, etc. Donc nous, on vous remercie pour ça. Et nous, on se fie beaucoup à ce que vous dites. On ne doute pas des infos de BFM TV. Et en plus de ça, on est assez passionnés par la politique. Alors vous, en particulier, on pourrait citer Apolline de Malherbe, les GG, mais vous avez une répartie qui est impressionnante. Nous, on adore, mais vraiment, on est fans de vous. Parce que... Vous faites venir des non, mais c'est vrai, parce que... Oui, on peut arriver tôt pour être devant. Mais... non, mais ce qu'on voulait dire, par exemple, au lendemain du 3e tour, vous dites à Jean-Luc Mélenchon... Ouais, vous êtes un peu mauvais perdant quand même. C'était osé, quoi. C'était culotté. Vous l'avez fait avec... vous le faites quasiment tout le temps, en fait. Et on est fan parce que même si vous donnez pas votre propre avis, on ne sait pas si vous votez Mélenchon ou pas, si vous l'aimez ou pas. Et d'ailleurs, même quand vous l'avez interviewé pendant le premier tour en région, là, quand vous oui, absolument, à Digne. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Alors nous, on aimait beaucoup Jean-Jacques Bourdin, et puis vous l'avez remplacé. Et en fait, vous donnez pas votre avis, mais vous poussez fort, et ça donne beaucoup de vie au débat, et ça l'oblige à soit vous insulter, soit à devenir énervé. Lui, en plus, c'est un personnage comme ça... Qui en dit long, mais nous on adore ça et on voulait vous demander d'où vient cette répartie, parce que je sais que vous travaillez énormément, mais on se dit qu'il y a quand même des réponses au tac, quoi. Alors merci mille fois, vraiment ça me touche beaucoup ce que vous dites. Alors redites-moi où est votre restaurant, parce qu'on peut peut-être dire qu'est-ce que vous faites ce soir, je sais pas qu'est-ce que... Alors bistrot Régent au Bagne. Voilà, bon bah écoutez... On est 80. Non, mais vous avez été vraiment d'une très très grande... on vous prend. Mais vous avez été d'une très très grande importance pour nous, pour savoir quand on fermait, quand on rouvrait. Il y a deux choses que je retiens dans tout ce que vous venez de dire et que je trouve vraiment très intéressant. Évidemment, c'est souvent vous avez le sentiment, et je crains que ce soit plus qu'un sentiment, que BFM TV vous apprend ce qui va vous arriver. C'est vrai. Enfin, je veux dire, ça a été vrai pour les restaurateurs, évidemment, le 14 mars, pardonnez-moi, au moment de la fermeture, qui s'est décidée un samedi soir à minuit, comme vous le savez, mais pour nous tous, ça a été 3 jours plus tard, ou 2 jours plus tard, plus précisément, le lundi soir, lorsque Emmanuel Macron a pris la parole, et c'était une information d'ailleurs que BFM TV avait donnée 1 heure plus tôt en scoop, on va dire, en exclusivité. Oui, parce que le travail dont on vous parle depuis tout à l'heure, qui est ce travail de recherche d'informations, etc., il est fort. Et au fond, je veux pas non plus être trop présomptueux, mais on cite souvent l'AFP parce que c'est une référence, l'agence France Presse qui existe depuis 100 ans, etc. Mais moi, j'ai le sentiment, sans faire offense à l'immense maison qui est l'AFP, qu'il y a un deuxième AFP aujourd'hui, c'est BFM TV. Parce qu'il y a énormément d'informations qui sont données en priorité sur BFM TV. Mais pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, quand une personnalité politique veut faire passer un message, où est-ce qu'elle va ? Sur BFM TV, pour vous parler. Parce que les politiques, ils ont compris un truc, c'est que BFM TV était une chaîne populaire. Populaire. Elle parle à tout le monde, cette chaîne. À des chefs d'entreprise, à des restaurateurs, à des infirmières, à des profs, à des chômeurs, à des étudiants. Elle parle à tout le monde. Donc quand vous avez comme ça une information à
à faire connaître, autant la faire connaître sur BFM TV, parce que là, vous allez toucher tout de suite un maximum de gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi la fabrique de l'information, comment ça marche. Ensuite, c'est vraiment, ça me fait très plaisir ce que vous me dites, parce que vous savez, j'essaye à l'antenne d'être à peu près comme je suis dans la vie, normalement. J'essaie toujours d'avoir une petite distance avec l'actualité. Alors parfois ça peut être un petit sourire que certains me reprochent d'ailleurs. Maintenant, comme ça fait 25 ans que je fais ce métier, il faut faire avec. Ou alors un peu un second degré, mais je déteste l'agressivité. C'est pas mon truc. En revanche, je pose des questions qui sont parfois un peu vaches, mais comme je le fais avec un grand sourire, ça passe. Et voilà. Donc, je pense que ce qui plaît aussi sur cette chaîne, vous avez cité Apolline, mais c'est qu'il y a beaucoup de personnalités qui incarne l'information. Ça aussi, ça a été un peu un virage dans l'histoire de la chaîne. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui, à l'antenne, viennent sans jamais donner leur avis, mine de rien, vont vous faire comprendre des choses, vont essayer de vous faire passer des messages. Moi, j'essaie toujours de me mettre à la place des téléspectateurs. J'essaie toujours de me dire, qu'est-ce qu'ils pensent les gens là, qui sont chez eux, là, en train d'entendre ce type-là qui est en face de moi, qui raconte des conneries. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye toujours de me dire, mince, mais il faut quand même qu'on essaye de se mettre tous à hauteur d'hommes et de femmes, évidemment, et qu'on puisse parler normalement à la télévision. Dans vos talents, vous posez les bonnes questions. J'essaye au maximum. Parfois, je rate. On fait tous des erreurs, mais c'est vrai que c'est aussi une volonté de la chaîne de mettre des gens comme ça à l'antenne qui vont, comme vous l'avez compris, ne jamais exprimer leurs opinions. Puis pour être très honnête, moi je suis quelqu'un de très ouvert. J'ai pas d'opinion tranchée. Enfin, je suis ni radical ni extrémiste. Vous voyez, j'ai des idées, mais bon, je suis quelqu'un de très ouvert à tout. Donc, j'écoute les arguments. Moi, ça m'intéresse. Quand un syndicaliste m'explique que pour lui, c'est pas assez ce que propose Total Energy, ça m'intéresse de comprendre pourquoi il dit ça. Parce que je vois bien qu'il y a de la sincérité chez lui. Et quand un homme politique me dit le contraire, j'essaye de l'écouter aussi, parce que je vois bien que, c'est pas forcément une histoire de langue de bois, c'est qu'il essaye quand même aussi de défendre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est jamais tout noir ou tout blanc, quoi. Il faut écouter les gens. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là, hein. Merci beaucoup. Bonsoir. J'ai une question, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, mais j'ai essayé d'être précis. Voilà. Et vous me direz, j'espère qu'elle n'est pas trop personnelle non plus, mais je voulais savoir en tant que journaliste, pour tous les deux, donc dans un contexte de société qui est quand même assez anxiogène, surtout ces derniers mois, comment garder un peu de distance vis-à-vis d'informations quotidiennes qui passent en boucle et qui semblent en fait être toujours plus extrêmes vu le vocable utilisé. Alors le vocable pas journalistique, le vocable de la société, donc la planète brûle, nous sommes en guerre, l'arme nucléaire, l'apocalypse, le col roulé, enfin voilà, ce genre de choses. Donc formuler autrement, est-il facile de rester optimiste soi-même et de ne pas être tenté d'alimenter inconsciemment une polémique avec ses propres peurs quand on la répète à longueur d'émission, et de repartir chez soi avec l'idée qu'en effet, la fin du monde est proche? Je vais commencer parce que je pense qu'il y a quand même une différence entre BFM TV et BFM Marseille-Provence. Vous regardez BFM Marseille-Provence un peu? Pas du tout? Bon alors, si vous ne connaissez pas, pour ceux qui regardent en tout cas, qui vont pouvoir confirmer, on a une information qui est locale, donc qui, de par sa nature, est plus diversifiée. On va parler des bonnes initiatives, des entrepreneurs, des agriculteurs locaux. Donc moi personnellement, j'ai pas ce problème. Mais même quand je travaillais en national, parce qu'avant d'arriver ici, j'ai travaillé 10 ans chez BFM TV au Natio. Après, je pense que ça dépend aussi des personnalités. J'ai connu des journalistes qui étaient qui pouvaient avoir. J'ai jamais eu ce problème. J'arrive très bien à faire la part des choses le soir. En revanche, il y a une seule période, c'est les attentats de 2015 qui a été compliqué. Mais je pense que ça l'a été pour tout le monde. Mais où j'arrivais pas à rompre le soir en rentrant chez moi.
je pensais au travail, aux images, à tout. Mais ça a été le seul moment. Sinon, je pense que la bascule se fait assez facilement. Je ne sais pas pour toi, Bruce. J'allais dire la même chose sur les attentats. C'est quelque chose que les journalistes français ont vécu de façon très dure. D'abord parce que Charlie, ça nous a touché, nous, en tant que journalistes, directement. On connaissait, pour certains d'entre nous, on connaissait certaines victimes, etc. Et puis, le 13 novembre est une telle horreur, et je peux ajouter évidemment Nice, le 14 juillet 2016, que bon, tout ça nous a secoué, et c'est sans doute l'une des rares fois où moi j'étais à l'antenne sur une autre chaîne, mais où j'étais pas bien, où j'avais peur, où je me demandais où étaient mes enfants, ma femme. C'est un moment où on est rattrapé par sa propre vie, par ses propres angoisses, en effet. Voilà. J'avoue que le début du Covid, les premiers jours qui ont suivi le confinement, moi je faisais l'antenne le soir sur BFM, 22h minuit, un petit côté bon. Est-ce qu'on sera là demain? Est-ce qu'on sera tous morts? C'était très étrange comme ambiance, évidemment. Moi, je me souviens d'avoir traversé Paris 2-3 fois pour des raisons professionnelles et d'avoir trouvé ça surréaliste. Bon. Donc, la part des choses, oui, on arrive à la faire. Ensuite, moi, je suis d'accord avec vous, parfois, on utilise des mots... Quand l'autre jour, Poutine dit... Biden, pardonnez-moi. Quand c'est Joe Biden, bien sûr, qui dit on va vers l'apocalypse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas le dire. Nous, on est coincés, nous. Notre boulot, c'est de le dire. C'est de raconter qu'il a dit ça. Puis c'est pas n'importe quel Gus qu'il a dit. C'est le président des États-Unis. Donc, non, c'est effrayant, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, on a ce questionnement aussi. Encore une fois, sur la fabrique de l'information, sur les coulisses, on se pose des questions, on doute. C'est un métier où on doute beaucoup. On se rend pas compte comme ça parce qu'on a l'impression, surtout sur BFM, que bam, 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 les jingles, tout va. Mais en fait, on passe notre temps à douter. Est-ce que c'est cette information-là qu'il faut mettre en avant? Est-ce qu'il ne faut pas en choisir une autre? Est-ce qu'il faut la traiter de cette façon? Est-ce qu'il ne faut pas mieux expliquer? Je ne veux pas, faire pleurer dans les chaumières, mais quand je sors de l'antenne à midi, j'ai plutôt des regrets que des satisfactions, parce que je me dis, ça, on aurait peut-être dû le faire mieux, on aurait peut-être dû mieux expliquer, on aurait dû... On pousse assez loin l'exigence, mais pas seulement l'exigence, comme je le disais tout à l'heure, de la vérification, etc. L'exigence parce qu'on sait qu'on touche les gens. Et vous nous le prouvez aujourd'hui. C'est-à-dire que BFM est entré dans la vie des gens. Donc n'importe quel bandeau avec écrit dans 10 minutes l'apocalypse, évidemment, vous êtes chez vous, vous vous dites mince, est-ce que j'ai le temps d'aller à la boulangerie ou vous voyez ce que je veux dire? Je le prends un peu comme ça avec humour, mais on est conscient de ça. Et j'ai pas, vous voyez, on est là pour se dire les choses très honnêtement. Hein, j'ai pas forcément de réponse. Juste un complément, et après je lâche le micro. J'ai honte de penser à la question à laquelle je viens de penser, mais bon, je me dis que je dois pouvoir la poser librement. Est-ce qu'il peut y avoir un choix éditorial quand on apprend que la reine d'Angleterre est décédée en disant « Ok, c'est triste, c'est la reine-mère, mais en mettant le focus pendant un moment là-dessus, ça va permettre de moins matraquer sur la guerre, ou pas du tout ». Non. Vous savez, il y a un exemple célèbre. En 1982, il y avait un journaliste qui présentait le 13h d'Antenne 2, qui s'appelle toujours Bernard Langlois, et qui a fait un acte qui est devenu très célèbre dans la profession, puisque le même jour, il y a eu la mort de la princesse Grace de Monaco et du président libanais Gemayel, en pleine guerre du Liban, souvenez-vous, au début des années 80, pour les moins jeunes d'entre nous. Il y avait une guerre au Liban dont on parlait quasiment tous les jours. Et donc l'information est tombée le même jour, le même moment. Et Bernard Langlois, qui présentait le journal, a dit à l'antenne,
il vient de se passer ça, le président Gemayel est mort, c'est terrible, la guerre est relancée au Liban et tout ça, machin. Et pendant ce temps, une princesse d'opérette est morte à Monaco, et en gros, on s'en fout. Et il a été viré le jour même de la télévision française, et c'est à mon sens le seul exemple à peu près de ce genre d'attitude. Pour revenir à votre question très précisément, quand la reine meurt, d'abord c'est un événement que nous, on préparait depuis des années, parce qu'on savait que le jour où ça allait arriver, ça allait être énorme. Les audiences l'ont prouvé. Les audiences ont explosé ce jour-là. Donc, ce jour et dans les jours qui ont suivi. Donc je pense que même les Français qui ont coupé la tête d'un roi avaient envie de savoir ce qui se passait à Londres, mais à aucun moment on l'a fait pour une autre raison que l'envie de traiter l'événement. Il n'y avait pas d'autre. Mais faut pas. Mais attendez, par contre, vous n'avez pas à avoir honte de poser cette question. Moi, je vous en remercie de me la poser, parce que c'est une question. Supposer une forme de cynisme, vous voyez. Non, attendez, j'ai fait 3h20 de Ouigo. Je suis pas venu juste pour qu'on parle du beau temps. Mais je vous assure, la volonté de BFM TV, c'est de faire vivre l'événement. Et donc là, on a fait vivre l'événement. Mais par contre, je peux vous dire une chose. Hein. Si le lendemain de la mort de la reine, il y avait eu, mon Dieu, pardon de dire ça, parce que espérons que ça ne se produise jamais, mais une attaque nucléaire en Ukraine, etc., je peux vous dire que la reine, vous n'en auriez pas entendu parler. Comprenez ce que je veux dire? C'est l'événement qui décide, vraiment, en toutes circonstances. Merci. Un petit mot pour rebondir sur votre question. Il n'y a aucune honte, parce que c'est une question dans mes années de reporter que j'ai entendu tous les jours de la part des téléspectateurs qui nous disaient « Oui, aujourd'hui, vous parlez de ça pour pas parler de ça, en fait. » Ça a été le cas avec les Gilets jaunes, avec d'autres actualités. Et je pense que vraiment, c'est un fantasme. C'est un fantasme. En fait, ça n'existe pas. Sur beaucoup de sujets, on m'a dit oui, aujourd'hui vous avez parlé de ça, alors qu'en fait il y avait ça. C'est parce qu'à l'Assemblée ils sont en train de voter ça, c'est pour pas en parler. Honnêtement, je l'ai jamais vécu, et je pense que non. Si on parle d'une actualité, c'est parce que, comme a dit Bruce, elle fait l'événement et que c'est l'actualité, et qu'on décide parfois aussi d'en faire l'actualité. Juste d'un mot pour vous, vraiment pour que ce soit encore plus clair peut-être. Souvent, on prépare des soirées spéciales, des émissions spéciales. Alors, c'est du boulot. Hein. Qui n'arrive jamais. Et alors, donc, vous êtes là, on prépare, il y a des réunions avant, on met des reporters partout. C'est un investissement, c'est-à-dire que ça coûte un pognon de dingue. Et c'est OK. J'en ai fait des trucs comme ça, j'en ai fait un paquet depuis que je suis à BFM TV. J'ai un souvenir très précis au moment du Covid, quand les restos ont rouvert. Alors on me dit, ah c'est super, les restos rouvrent, Bruce, tu vas aller dans Paris, puis tu vas déambuler dans Paris de 21h à minuit pour raconter la réouverture des restos. Bon, donc énorme dispositif, technique, humain, vraiment c'est un truc qui coûte cher. Au bout de... Donc je fais un premier direct dans un resto, bon c'était plutôt sympa. J'en fais un deuxième à 9h, à 21h15. Et à 21h15, on me dit, bon alors laisse tomber, il y a une manif sur Assa Traoré qui est en train de dégénérer, je sais pas où. La spéciale est annulée. Donc là, on a mis à la poubelle non seulement le travail humain qui avait été fait, machin, l'argent qui avait été investi dans ces trucs-là, on a tout mis à la poubelle parce que d'un seul coup, l'événement était ailleurs. Et ça, c'est un truc. Alors, je vous cache pas que je faisais un peu la gueule. Parce que moi, je m'étais préparé, on avait bossé comme des chiens pour faire tout un dispositif et tout ça. Mais c'est comme ça. Et donc, c'est l'événement qui décide. Et parfois, ça décide contre nous.
Merci pour votre question. Juste pour rebondir sur ça, ça a été mon quotidien des années en tant que reporter, c'est-à-dire de faire des sujets, de faire des reportages qui, mon quotidien, on peut bien dire qu'un dixième des reportages que j'ai faits n'ont pas été diffusés parce qu'il y a eu une autre actualité plus importante le lendemain. Et c'est vrai que ce sont des choses peut-être que vous vous rendez pas vraiment compte, ou des soirées préparées, ou des thèmes d'émissions préparés qui en fait nous prennent du temps, des reportages, des reporters mobilisés qui au final n'auront jamais lieu parce que d'autres actualités ont fait le choix de parler d'une autre actualité. Et tout ça, c'est l'arrière. Et je pense que c'est un quotidien, mais c'est aussi ce qui fait la force de BFM, c'est qu'on va jamais se dire non, on diffuse quand même ce reportage parce qu'on l'a fait, parce qu'il y a des personnes qui ont été interviewées, parce qu'il y a un reporter qui est parti sur le terrain. Non, on décide que c'est pas l'actualité, et ben allez hop, on le diffuse pas et c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a d'autres médias qui continuent de se dire on diffuse parce qu'on l'a fait quand même, alors que finalement c'est plus l'actualité. Et je trouve en tout cas que c'est ce qui fait notre force. Oui. Ah mais je vous entends pas. Mince, on n'entend pas monsieur. Attendez, réessayez peut-être. Ah, ça y est. Ah, c'est bon, ça marche. Super. Voilà, donc bonjour Bruce, bonjour Sophie. Juste une petite question assez brève. Bon, moi, je suis un passionné de sport et vous m'avez fait quand même aimer la politique en partie grâce à BFM. Donc, c'était juste pour l'actualité du traitement de l'information par rapport au conflit en Ukraine. Savoir un petit peu quelle place avait ce conflit par rapport à l'actualité politique, par rapport à l'actualité en général. Comme c'est vraiment quelque chose qui occupe l'esprit, la guerre qui est aux portes de l'Europe et tout près de chez nous, comme c'est un conflit qui dure depuis février, ça fait presque 10 mois que ce conflit perdure. Donc c'était juste pour savoir quelle place prend l'actualité autre que cette guerre en Ukraine avec la Russie. Eh bien, c'est très intéressant parce que depuis que je suis arrivé à BFM TV en 2017, il y a eu une succession d'événements qui, au fond, n'avaient pas vraiment de précédent. Les Gilets jaunes, le Covid, et on sortait tout juste de tout ça quand nous est tombée dessus cette guerre en Ukraine, qui n'a pas vraiment de précédent. Il y a eu d'autres guerres dans le passé, mais une guerre comme ça, aussi près de nous, c'est quand même quelque chose de très particulier. Donc on a, dans les premiers jours et les premières semaines, décidé de faire ce qui est un choix fort, de ne faire que ça. C'est-à-dire que, en gros, ça a commencé le 24 février. Je crois que jusqu'en avril, on était antenne 100% dédiée, ce qui était assez compliqué, parce que je vous rappelle qu'au même moment, il y avait une campagne présidentielle. C'est surtout par rapport aux élections présidentielles qui ont eu lieu au mois de mai. Et justement, on a compris, on s'est dit, on a compris, je ne sais pas si on a compris, en tout cas nous on s'est dit que vous étiez plus préoccupés par la situation en Ukraine que par la campagne présidentielle, ce qui ne nous a pas empêché de faire des émissions comme celle dont on a parlé, La France dans les yeux, qui étaient des grands barnums, là aussi, je peux vous dire que... J'ai l'impression que quand même la campagne présidentielle a été un petit peu reléguée au second plan. Vous avez raison, parce que, vous savez, dans l'histoire d'un pays, il peut y avoir des campagnes présidentielles qui tombent, j'allais dire, au mauvais moment, et là, ça a été le cas, parce que ce qui s'est passé en Ukraine... je ne sais pas comment vous le dire d'une autre façon, mais était plus important que la campagne présidentielle. Ça paraît bizarre de dire ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui... alors, dans les derniers jours de la campagne, on a un peu rééquilibré. Moi, ce qui m'a surpris, c'est surtout le traitement médiatique du débat d'entre deux tours. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé on n'en a pas énormément parlé. Je veux dire, contrairement aux campagnes présidentielles précédentes. Je sais pas. Ça a fait quand même une grosse audience. Dans mon souvenir, je me souviens pas exactement combien ça a fait. Mais vous avez raison. De toute façon, on était dans un moment très particulier. Et d'ailleurs, de quoi ils ont parlé dans le débat ? De l'Ukraine. Ouais. Donc, on était. Moi-même, j'ai fait des émissions. Je me souviens d'une émission, grande émission avec Marine Le Pen en direct d'Hénin-Beaumont, où on a parlé de l'Ukraine. Donc, je crois, et ça se vérifie un peu tous les jours, que cet événement, ce conflit,
est un peu la somme de toutes nos peurs. Et du coup, vous regardez, mais moi-même, hein, vous savez, moi je suis téléspectateur aussi, hein, quand je rentre chez moi, je regarde aussi ce qui se passe sur l'antenne pour m'informer tout simplement. Et j'ai envie de savoir. J'ai envie de regarder, est-ce qu'il n'y a pas eu un nouveau bombardement, qu'est-ce qu'a dit Poutine, que va faire Biden, que fait la France. Parce qu'honnêtement, on est là, en effet, presque 10 mois après, et on ne sait pas comment tout ça va évoluer. Donc, je ne peux pas vous donner tort. En effet, vous avez raison, on a moins parlé de la campagne présidentielle que si ça s'était passé dans un calendrier normal. On l'assume. Et est-ce que c'est dommageable? Je ne sais pas. C'est difficile, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait précédemment, une actualité chasse-l'eau. Et nous, on peut pas décider. C'est pas nous qui décidons. C'est l'actualité. On peut pas dire, bon, écoutez, mes enfants, il y a une guerre en Ukraine, on en reparlera dans quelques temps, parce que là, il faut qu'on écoute Nicolas Dupont-Aignan. Je dis ça au hasard, évidemment. J'ai rien contre Nicolas Dupont-Aignan. Ça m'est venu comme ça. Mais vous comprenez. Il était venu à Marseille. Ça a été un des premiers candidats à venir faire un meeting à Marseille. Donc, bon, mais vous voyez, c'est difficile Moi, on décide pas. On décide pas. Les choses nous tombent dessus et après elles vous tombent dessus. C'est l'actualité qui nous rattrape. C'est l'actualité, exactement. Voilà, exactement. Ben, merci beaucoup. Merci à vous pour votre question et pour votre présence. Je cède le micro. Oui, juste on va accueillir Guilhem Récavi, directeur des rédactions de La Provence, qui va venir vous rejoindre. Cher Guilhem. Poursuivre cet échange. Avec un joli micro La Provence. Merci. Merci beaucoup, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous, Bruce. Sophie, merci bien beaucoup. Sûr. Ravi de vous accueillir, Guilhem. Voilà. Donc voilà, si vous avez aussi des questions concernant la Provence, c'est le moment. Alors allons-y. Est-ce qu'on a des questions? Bonjour. Pardon, bonjour. Alors moi je vais vous parler plus en tant que passionné de journalisme qu'autre chose. Jusqu'en juin dernier, j'étais encore étudiant en sciences sociales et politiques. J'ai énormément travaillé et j'ai raté en fait cette licence pour la simple et bonne raison que je n'ai pas été au rattrapage parce qu'à ce moment-là, j'avais un stage justement en journalisme et j'ai préféré aller à mon stage plutôt que de faire ces rattrapages, tout simplement pour vivre mon rêve. Et quand vous avez parlé de fantasme tout à l'heure, justement, c'était un mot qui était approprié, Monsieur Toussaint, parce que j'ai l'impression qu'il y a un éloignement entre le fait de pouvoir accéder à votre profession et au final cet éloignement et cette difficulté d'accès, je me demande si elle ne favorise pas cette méfiance qu'il y a vis-à-vis des médias, parce que au final, lorsqu'on passe à la télé, on a l'impression qu'on est quelqu'un d'important, qu'on est quelqu'un d'inaccessible, et au final, c'est valable pour vous aussi, Madame Sophie. Et j'ai une question simple en fait. Cette difficulté d'accès, pourquoi ce métier est si spécial? Parce que vous avez le pouvoir au final de donner une opinion aux gens, mais pour autant, est-ce que ce n'est, je suppose que ce n'est pas assez représentatif de la population, et au final on ne se réfère qu'aux écoles de journalisme de Lille, de Paris, parce que malheureusement la plupart, vous dites non Sophie, mais la plupart finissent pigistes et galèrent. Et lorsque j'ai effectué ce stage à la Marseillaise, justement, parce que la Provence m'avait refusé, je suis désolé, mais... On m'a dit que avoir un CDI dans le journalisme, c'est de l'or en barre. Donc ma question, elle est simple. Pourquoi aujourd'hui, on préfère aller sur YouTube pour se renseigner, plutôt que nous les jeunes en tout cas, hein. Parce qu'en audience, justement, vous en parliez, vous avez énormément perdu vis-à-vis des années 2000. Et cette difficulté d'accès, elle favorise ça, justement. Vous parlez... C'est quoi votre prénom? Adrien. Adrien. Vous parlez à quelqu'un qui est particulièrement sensible à ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Je viens d'un milieu modeste. Mes parents... ne connaissais absolument personne dans ce métier.
J'avais envie de faire ce boulot envers et contre tout. C'était une vocation que j'avais quand j'étais gamin. Personne m'a aidé. J'étais pas suffisamment bon élève pour faire des études. Donc j'ai eu mon bac, quand même. Et puis après, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance, parce que j'ai commencé à travailler très jeune et en étant pigiste. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une petite radio locale, une petite radio associative dans les Hauts-de-Seine qui m'a proposé un contrat de qualification, comme on disait déjà à l'époque, donc un contrat d'alternance, qui m'a permis d'avoir une petite formation. Bon, je vais pas, c'est pas le sujet, mais c'était minimal. Mais bon, c'était quand même, ça a eu le mérite d'exister. Mais loin, très très loin de ce qu'on peut offrir, de ce que peuvent offrir des écoles très réputées comme celle que vous avez citée. Pourquoi je vous dis que ça me touche particulièrement? Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de diversité dans les médias, évidemment, il faut que ce soit une diversité de couleurs, de peau, la parité doit être absolument respectée, etc. Mais je pense que c'est aussi une diversité sociale. Et je suis assez d'accord. C'est pas assez représentatif de ce qu'est la société française. Et finalement, des gens qui ont mon parcours, j'en connais pas tant que ça. Ça n'existe plus, non? Je sais pas si ça n'existe plus. Moi, je fais pas ça pour faire de la pub, mais j'enseigne dans une école qui est loin d'être parmi les plus célèbres et parmi les plus prestigieuses, qui est pas reconnue non plus, dont beaucoup d'élèves sortent avec des belles possibilités et après des beaux parcours. Je sais pas s'il faut. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. C'est c'est difficile d'être journaliste. Alors, je vais pas vous dire le contraire. Honnêtement, encore une fois, je suis pas venu ici pour vous raconter des histoires. Vous avez raison. Après, il y a de la précarité, c'est certain. J'ai pas de solution. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de rédactions, il y a de moins en moins de journalistes, et donc il y a de plus en plus de gens qui veulent faire ce métier, donc c'est pas compliqué. Il y a tous les ans, il y a des centaines et des centaines d'étudiants qui sortent des écoles, il n'y a pas de place. Donc je sais pas quoi vous dire, moi je sais pas comment faire. Et vous avez une chaîne comme BFM qui n'existait pas avant 2005, qui a quand même embauché 280 journalistes. Bref, ça c'est le premier sujet, je vous donne raison. Le deuxième sujet, sur la défiance, en effet, oui, je ne peux pas vous dire le contraire. On essaye, on travaille au maximum pour mettre à l'antenne des visages différents, etc. Mais bien sûr qu'il y a encore du boulot. Excusez-moi, mais au final, des chaînes comme la vôtre, tout aussi importantes qu'elles sont, elles ne recrutent que dans ces écoles-là, au final. Malgré le fait que... Il y a des exceptions. Moi, ils m'ont pas recruté. Il y a des exceptions, mais je suis désolé de vous dire, quand on voit des Hardisson, quand on voit des Drucker, ils n'ont pas fait ces écoles-là. Ils sont venus parce qu'ils ont eu envie d'être journalistes. C'était un métier à l'époque peut-être qui était plus banal. Et au final, on a, j'ai l'impression, créé une sorte d'oligarchie vis-à-vis de ça et qui est inaccessible vis-à-vis du public en règle générale. Mais je ne parle pas forcément que du journalisme à la télé, hein. C'est vraiment à la radio. Je peux juste une petite remarque. C'est vrai ce que tu dis, il y a deux choses. La première, c'est que c'est un métier précaire et difficile, ça c'est sûr. C'est-à-dire que la plupart des journalistes vont commencer en étant pigistes. Donc pigiste, c'est compliqué, ça veut dire parfois 5 jours par mois. Donc il faut trouver le reste pour vivre. Moi j'ai 37 ans, je suis en CDI depuis 4 ans. Donc j'ai fait toute ma carrière à la pige. Donc j'ai eu des périodes confortables à la pige, mais j'ai eu des années très très difficiles. Jusqu'à 31 ans, je ne trouvais pas d'appartement parce que je n'avais pas de CDI. Donc oui, c'est sûr, c'est un métier précaire, c'est un métier difficile. Le CDI est rare. On en a chez BFM, mais c'est rare. Donc là, c'est le côté un peu galère. Oui, c'est sûr. Après, sur le côté école, évidemment qu'une école reconnue, c'est un gage. C'est plus facile d'avoir un rendez-vous, un entretien d'embauche. Mais tu vois, par exemple, si on prend l'exemple de la rédaction de BFM Marseille-Provence, on est à peu près 25 journalistes. Il y en a plus de la moitié qui n'ont pas fait d'école reconnue. Et qui sont là et qui travaillent très bien. Et finalement, je pense que tu seras d'accord pour dire que c'est un métier qui s'apprend sur le terrain.
Et pour terminer, un petit mot de mon parcours. J'ai pas fait d'école. J'ai une licence d'audiovisuel. J'ai fait une formation de 6 mois de JRI par la suite, à 23 ans, c'est-à-dire de journaliste reporter d'image. Et c'est vrai que j'ai tout donné pour avoir les premiers stages. C'est-à-dire que pour rentrer chez BFM, j'ai pas passé un coup de fil. J'ai dû appeler 30 fois avant qu'on me réponde. Vraiment, hein. Mais je rigole pas. Hein. Mais au final, on laisse jamais la chance au produit. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? On laisse jamais la chance à la personne. Parce qu'on regarde d'abord son CV, mais au final, ne serait-ce que d'avoir un entretien avec... En fait, ce qui est dur, c'est d'avoir quelqu'un au téléphone. Mais une fois que tu as quelqu'un... Non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Mais... Oui, mais ne serait-ce que d'avoir un entretien d'embauche, c'est déjà la croix et la bannière. Ça, je ne vais pas te contredire. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais ce que je voulais te dire, c'est que la grande école, l'école reconnue, oui, ça ouvre des portes, mais ça ne fait pas tout. Il y a des personnes qui réussissent très bien et c'est faux, il y en a pas, elles sont pas si peu ces personnes. Tu vois, dans notre rédaction chez BFM Marseille, il y a beaucoup de profils qui n'ont pas fait d'école, il y en a qui ont des BTS et tu vois, pas d'école reconnue et qui sont au même niveau et qui sont pas du tout moins bons que ceux qui ont fait Sciences Po ou le SJ Lille. Je rebondis sur ce que dit Sophie. Moi, j'ai toujours un chiffre en tête. J'ai débuté il y a 25 ans aussi, Bruce. Pareil, avec un parcours atypique. Hein. Je sortais pas d'une école et je faisais plutôt de la biochimie, donc il n'y avait pas de rapport direct. J'avais ce chiffre en tête quand j'ai débuté à 25 ans, puisque tous les journalistes ont la fameuse carte de presse qui est attribuée par une commission. 50% des gens qui avaient la carte de presse, donc il y a 25 ans, le chiffre a légèrement dû bouger, étaient des gens qui n'avaient pas fait d'école de journalisme. Et je me souviens que ce chiffre m'avait interpellé parce que j'étais jeune à l'époque et je me disais le passage obligé sera une école. Et j'ai bien constaté, moi, dans ma carrière, que les gens avec qui je travaille ont des parcours très divers et très variés, que ce soit en télé ou en radio ou en presse écrite. Moi, j'ai des gens qui ont effectivement fait une école de journalisme, qui ont fait l'IEP, qui ont fait Sciences Po. J'ai des gens qui ont un parcours universitaire assez poussé. Mon épouse a un bac plus 10 quasiment et elle est journaliste. Et à côté de ça, dans les rédactions, il y a des gens qui sont arrivés. J'ai un confrère qui a mon âge, je crois qu'il a le bac en tout et pour tout. Et pareil, comme disait Sophie, il a poussé la porte pendant des années. Il a essayé de faire des stages. C'est un parcours du combattant. Quand il raconte, il raconte pareil, des heures à passer des coups de fil, à faire des lettres, à attendre. Il n'y avait pas encore l'email à l'époque. Tout ça pour réussir un jour à rentrer par la petite porte. Et en fait, quand on regarde les parcours souvent des journalistes, eh bien, il y a ce parcours-là qui est derrière, des années un peu de galère, un peu compliquées, à faire un peu de journalisme, mais pas que, parce qu'il faut bien vivre quand on est pigiste. Je l'ai été moi aussi très longtemps. Donc, quand on a envie, il y a cette possibilité-là. Il y a cette possibilité-là, et c'est ce qui fait, d'une certaine façon, la richesse de nos métiers. Parce qu'on se retrouve comme cela avec des gens qui ont fait de l'histoire, des gens qui ont fait des sciences politiques, des gens qui ont fait du sport, et au final qui apportent quelque chose, une approche. Chacun arrive avec ce qu'il est. Bruce arrive avec le parcours qui est le sien, Sophie avec le sien, mais c'est ce qui à l'arrivée fait la richesse des médias, quels qu'ils soient, hein, télé, presse écrite ou radio. On se retrouve avec cette même diversité. Donc les gens qui ont véritablement envie, très clairement, ils ont leur place dans ce métier. Alors c'est compliqué, ça l'était déjà il y a 25 ans. Hein. C'est un peu comme l'effondrement du cinéma français. Je pense que depuis que le journalisme existe, dès le début, il y avait une crise du journalisme et on ne savait pas si on embaucherait. Et la réalité, c'est qu'on se retrouve 25 ans après avec toujours des possibilités qui existent réelles. Donc déjà, alors moi je ne savais pas que tu avais postulé chez nous, mais tu me redonneras ton CV en partant, je te donnerai mon mail. Mais en tout cas, il y a en permanence besoin de gens. Une rédaction, c'est un lieu qui est plutôt vivant. Il y a des chefs d'entreprise parmi nous, là j'en ai reconnu quelques-uns. Une rédaction, c'est une entreprise un peu différente des autres, où on entre, où on sort, où on passe, où on reste parfois, et ça apporte toujours quelque chose d'intéressant. Merci Adrien. On t'a redonné un Adrien. peu espoir ou pas ? On t'a redonné un peu espoir ou pas ? Parce que là, tu avais envie de tout lâcher, et tu penses... Non, vraiment. Mais non, j'ai vraiment voulu vivre mon rêve. Il me manquait 0,5 points et j'ai choisi vraiment le fait de ne pas aller au rattrapage parce que j'avais ce stage en même temps et parce que je suis tout simplement passionné de journalisme, de politique, de sport. Et lorsque je vois qu'aujourd'hui les jeunes, parce que vous étiez là il y a 25 ans, ou un peu moins pour vous Sophie, mais il y a un an ou deux Sophie. Ouais, elle avait 8 ans, quoi. Bon,
Mais franchement, je pense que pour les jeunes aujourd'hui, de manière globale, c'est très difficile de trouver un emploi qui paye. En vivre de cet emploi, c'est un sujet aujourd'hui, un vrai sujet. Et d'autant plus d'avoir cette opportunité de rentrer dans une chaîne, dans un média, dans n'importe quelle chaîne d'information. Au final, c'est de l'or en barre. C'est de l'or en barre d'avoir un CDI. Un CDI, c'est encore plus... Mais ne serait-ce que d'avoir un entretien d'embauche, déjà. Si on n'a pas un master en journalisme, j'en ai vu plein comme moi qui étaient en stage, qui en ont fait à BFM Marseille, qui en ont fait à la Provence, qui en ont fait à la Marseillaise, qui ont fait plein d'articles. Et au final, ils galèrent. Et franchement, pour vous journalistes, vous qui l'êtes, votre profession, c'est plein de fourmis qui galèrent et qui sont pigistes et qui sont payés à 30-40 € de l'article. C'est sûr. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une convention aussi à faire vis-à-vis de ça ? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de jeunes qui veulent être journalistes et il n'y a pas assez de place. Il est là le problème, en fait. Et c'est que ça, moi, j'ai pas trop la solution. Et j'aurais une dernière question, vu que je viens de me saborder auprès de mes prochains employeurs. Est-ce que je pourrais présenter un direct à votre place, Bruce Toussaint ou... Non, je rigole. Ça dépend pas de moi. Moi, après, si je peux avoir un jour de récup raté comme ça... Non, je rigole. Vous savez, juste pour... Après, on va passer à autre chose. Mais je suis pas là pour donner mon CV, c'était vraiment pour en 30 secondes. Juste en 30 secondes, pour passer à autre chose. Parce qu'il y a d'autres questions, évidemment. Oui, c'est dur. Oui, c'est compliqué. Moi, je ne crois pas un instant que ce soit impossible. Loin de là. Deuxièmement, je pense que c'est plus facile aujourd'hui, je vais vous faire hurler, mais de faire ce métier que ça ne l'était il y a 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un compte Twitter, c'est un média. Aujourd'hui, moi, j'ai des étudiants que j'ai eus qui ont fondé des médias alternatifs autour de leur passion. Je pense... pardon, je vais dire un gros mot, autour du PSG, par exemple, qui ont réussi à créer un collectif. Il y a un truc qui s'appelle Paris United. Ils ont écrit des bouquins, ils ont créé des sites, etc. Ils font leur métier de journaliste. Alors évidemment, ils n'ont pas été embauchés tout de suite comme ça à RMC Sport, mais ils ont réussi. Et puis il y a une dernière chose. Moi, j'aime bien comme ça citer des choses qui me sont proches. J'ai un garçon qui a 18 ans, qui a eu le bac. Je ne sais pas par quel miracle, mais il l'a eu. Et il a commencé le cours Florent il y a 1 mois. Qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis, mais mon pauvre, t'as une chance sur 1 milliard de devenir le futur Pierre Ninet. Mais je peux pas lui dire ça. Je suis obligé de lui dire qu'il a raison de vivre son rêve et d'essayer. Et je fais tout pour l'aider d'ailleurs, pour qu'il y arrive. Je le fais répéter, etc. Mais c'est... Il y a encore pire que le métier de journaliste. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est difficile. Mais vraiment, gardons tous espoir. Moi dans mon fils et vous dans votre carrière. Et on va y arriver. Allez, on enchaîne. Oui, bonjour. J'étais parti sur d'autres questions, l'intrusion du wokisme dans l'actualité, etc. Mais là, je vais rebondir sur 2-3 trucs. J'ai un humour de carte de presse. J'ai travaillé avec Guillaume à la Provence. Je ne sais pas s'il me reconnaît ou pas. Peu importe. Je m'occupais du site internet de la Provence pendant quelques années. Et puis un beau jour, il y a eu des mouvements au sein de la rédaction. On a décidé de fermer le site internet parce que ça prenait le pas sur la vente des journaux. Donc on a tout arrêté. Et je me suis retrouvé plus ou moins placardisé. J'ai été pourtant syndicalisé au CNJ. Au moment où j'ai commencé à demander de l'aide auprès de mes confrères du syndicat, j'ai jamais eu d'aide. Il n'y a aucune solidarité dans ce métier, quoi, hein, c'est chacun pour sa gueule, parce qu'effectivement, on parle de la précarité du boulot, donc tout le monde a peur de perdre son travail. C'est d'ailleurs ce que m'avait dit le syndicat, en me disant on ne peut pas t'aider parce que c'est trop puissant, et si on commence à intervenir, on va se faire virer nous aussi, etc. Bon, peu importe. Enfin voilà. Mais en gros, en fait, moi, après, je vais rebondir sur autre chose. C'est plus une réflexion de. Alors, je regarde très peu BFM TV. J'ai pratiquement jamais regardé BFM Marseille.
En fait, je regarde très peu les chaînes d'infos en continu parce que je trouve ça relativement plat. Il y a très très peu d'émissions où vraiment ça va au fond de l'actualité. Et je préfère plutôt m'informer sur d'autres médias. Je trouve que comme vous devez, je sais pas, voilà, toute la journée, vous devez mettre de l'info, etc. Il y a beaucoup d'infos qui servent à rien, qui sont inintéressantes, beaucoup de débats qui sont creux, des interventions des private jokes entre vous qui n'intéressent que vous. Et au final, si j'ai vraiment besoin d'informations en continu, franchement, je préfère utiliser mon smartphone. J'ai exactement la même chose que ce que vous allez sortir, mais c'est beaucoup plus rapide. Donc au final, moi j'étais un peu écœuré de ce métier, pourtant j'ai adoré. J'ai eu, comme toi, ce rêve. Je l'ai touché du doigt, j'y ai travaillé pendant quelques temps. Mais voilà, bon, je me suis orienté sur autre chose. Maintenant, voilà, j'ai été journaliste un jour. Est-ce qu'un journaliste un jour, journaliste toujours, j'en sais rien. J'ai un numéro de carte de presse. D'après ce que j'ai pu comprendre, on ne le perd pas, ce numéro. Mais voilà, donc c'était plus des réflexions. Et puis, voilà, puis voilà, je vais m'arrêter là, quoi. Bah, écoutez, cher monsieur, je suis un peu embêté parce que je vois pas très bien comment vous pouvez nous parler de cette chaîne que vous regardez jamais. Ah bon. Ah bon, d'accord. Bah regardez un peu et puis on en reparle. C'est difficile là. C'est difficile de vous répondre parce que vous me dites je regarde jamais et puis après vous me dites c'est nul. Bon, bah, c'est nul. Ah, bon. Bien sûr. Bah, écoutez, je suis pas d'accord. Mais non, mais c'est pas seulement parce que non, je trouve que je vais même vous dire, je pense même l'inverse. Je pense que comme vous ne regardez pas, vous ne savez pas qu'il y a des enquêtes qui font 1 heure, 1 heure et demie, parfois même 2 heures, qui sont fouillées. Ça, c'est tous les lundis soirs. C'est pas une fois tous les 15 ans, c'est tous les lundis soirs. Ça s'appelle Ligne Rouge. C'est un travail qui est très bien fait. Vous avez les plus grands experts qui sont là. Vous vous rendez compte que pour la guerre en Ukraine, on s'est posé la question parce que ça nous est tombé dessus comme ça. On s'est dit tiens, qui va pouvoir nous aider à comprendre ces enjeux stratégiques? Notre consultante, elle s'appelle Sylvie Berman. Elle a été ambassadrice de France au Royaume-Uni, ambassadrice de France en Chine, ambassadrice de France en Russie. Elle a rencontré Vladimir Poutine 40 fois, dont une fois à Brégançon avec le président de la République. Et c'est elle qui vient nous expliquer comment ça marche. Je considère, et je vous le dis parce que j'ai un immense respect pour cette femme qui est extraordinaire, que quand elle dit quelque chose, j'apprends quelque chose. Systématiquement. On ne peut pas plaire à tout le monde, vous savez, on est là, on discute, il n'y a aucun souci, mais on essaye quand même de faire notre métier le plus honnêtement possible et avec le plus de sérieux possible. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent dur. Ulysse Gosset, vous voyez Ulysse Gosset, que vous connaissez depuis que vous êtes enfant. Vous vous rendez compte, Ulysse Gosset, ce qu'il a fait dans sa vie? Moi, je veux bien qu'on dise que c'est quelqu'un qui ne connaît pas son métier, mais enfin quand même. Il a dû faire à peu près 19 fois le tour du monde, correspondant à Moscou pour TF1, correspondant à Washington. Il a interviewé Gorbatchev, tous les plus grands de ce monde. Moi, quand on me dit, écoute, tu vas couvrir la guerre en Ukraine, mais ce sera avec Sylvie Berman, qui a été ambassadrice de France en Russie, et avec Ulysse Gosset, je suis un peu plus rassuré, parce que je me dis, voilà des gens qui savent un peu de quoi ils parlent. Bon,
C'est ma réponse. Modestement. Il n'y avait pas vraiment de questions, monsieur. Merci en tout cas. Mademoiselle. Bonjour. On m'entend bien? Oui. Bonjour, alors on est étudiante en master à l'EJCAM, l'école de journalisme et communication d'Aix-Marseille. Et je vous remercie du coup, Adrien, pour votre question à propos de l'accès au métier. Et donc en fait, on se demandait, est-ce qu'il est important de choisir le média dans lequel on travaille, ou est-ce la manière d'exercer le métier qui importe? Et la seconde question, c'était, est-ce que vous avez déjà subi la pression d'une ligne éditoriale? Tu veux dire, est-ce que directement en master, tu dois te spécialiser soit en presse écrite, soit en radio, soit en télé? C'est ça ta question? Non. Non. Vas-y. En gros, est-ce que le choix du média dans lequel on travaille est important, ou est-ce la manière d'exercer de manière individuelle qui importe? Je pense qu'il y a un peu des deux, d'accord. Tu veux dire, est-ce que ton stage va définir ta carrière? En gros... Est-ce que c'est important de... Oui, non, mais moi je crois pouvoir comprendre. Quand vous êtes à ce niveau étudiante, etc., essayez d'aller travailler dans un endroit qui vous plaît. Essayez d'aller travailler dans un endroit qui vous parle. Par exemple, essayez d'aller travailler dans une chaîne que vous regardez, sur un site info que vous lisez, dans un journal qui vous paraît correspondre à ce que vous attendez, vous, d'abord en tant que lectrice, téléspectatrice, auditrice, de l'information. Et je pense que, ou une émission par exemple, moi je dis souvent ça à mes étudiants, je dis, quelle est l'émission que vous rêvez de bosser? Si vous contactez cette émission en disant je vous regarde tous les jours ou toutes les semaines, etc., je sais exactement ce que vous racontez, ça me parle, je pense que je peux vous apporter quelque chose parce que je vous connais, entre guillemets, ça sera à mon avis plus efficace et plus intéressant que de lancer un peu une bouteille à la mer en disant tiens, il paraît que ce journal est pas mal, je vais postuler. Vous comprenez? Il me semble que c'est toujours intéressant de suivre d'abord ses propres goûts. C'est sûr que c'est compliqué d'aller travailler dans un média qui ne te plaît pas et que tu ne regardes pas. C'est sûr que tu ne seras pas efficace comme tu le seras dans un média que tu connais. Et est-ce qu'en tant que journaliste, du coup, vous avez subi déjà la pression de la ligne éditoriale du média dans lequel vous travaillez? C'est-à-dire que si par exemple vous allez en reportage et que vous avez un certain point de vue à propos d'un sujet, est-ce que vous avez subi une pression du média qui vous a dit non, en fait, il ne faut pas l'aborder comme ça, il faut plutôt relayer... Ouais, voilà, anglais d'une autre manière. Je vais commencer rapidement. Parce qu'elle a été reporter. Voilà, j'ai été reporter 10 ans, c'est-à-dire pour BFM TV. Je parcourais la France selon l'actualité. On m'a souvent dit, je vais en avant de ce que tu peux vouloir dire, on m'a souvent dit, oui, on vérifie tes papiers avant que tu les lises en duplex, c'est-à-dire quand tu es envoyé spécial. Jamais une fois, je n'ai envoyé mon papier, c'est-à-dire ce que j'allais dire, à mes rédacteurs en chef. Alors oui, est-ce que j'ai subi des pressions? J'ai jamais subi de pression, on n'a jamais vérifié mon papier et je me suis toujours sentie libre, aussi bizarre que ça puisse paraître, de dire ce que je disais dans mes papiers, en l'occurrence les duplex d'envoyé spécial, parce qu'en fait, j'ai jamais donné mon avis, j'ai juste rapporté les faits que je voyais sur place. En fait, il y a pas de, tu peux pas faire lire à un rédacteur en chef qui est à Paris, quand toi tu es au fin fond de la campagne sur un rond-point avec des gilets jaunes, tu peux pas lui envoyer dire alors est-ce que tu vérifies qu'ils sont arrivés à 8h ce matin, est-ce que tu valides? Non, c'est toi qui y étais. Donc toi tu vas raconter, ils sont arrivés à 8h, ils sont là, ils sont temps, voilà leurs revendications, point. Et en fait on te fait confiance et c'est ça que parfois les téléspectateurs ont du mal à comprendre, c'est-à-dire que on donne pas, enfin moi en tout cas, après il y a 1000 manières d'exercer son métier, mais je donne pas mon avis au quotidien. Je relate des faits et les faits, quand tu es sur le terrain et que tu les expliques, c'est entre toi et toi, en fait. Tu les as vus de tes yeux, tu as parlé avec les gens, tu les expliques. Donc moi, personnellement, non, j'ai jamais subi de pression. Mais est-ce qu'on vous impose l'angle ou est-ce que vous pouvez le choisir vous-même? L'angle, c'est une discussion. Mais c'est-à-dire, la plupart des sujets, en fait, l'angle, il est descriptif. Après, les angles, c'est des angles, ce sont des angles, par exemple, si tu vas au salon de l'agriculture, tu peux faire l'angle, les agriculteurs galèrent, tu peux faire l'angle, les jeunes qui veulent se lancer dans le métier. Tout ça, ce sont des angles. Et bien sûr, on en discute avant de partir. J'ai pu dire une fois, voilà, moi, ce qui me semble intéressant, c'est de parler de la galère des agriculteurs. Et le rédacteur en chef qui a dit, non, ce qui me semble intéressant,
intéressant, voilà, c'est la venue de tel politique. Donc oui, là, il y a débat. On en discute et au final, évidemment, c'est le rédacteur en chef qui tranche, mais en tout cas, on est libre de donner son avis. Mais l'angle, c'est pas trop le sujet finalement. L'angle, c'est plus la manière dont toi, sur le terrain, tu vas raconter ce que tu as vu. La ligne éditoriale, en fait, est inhérente aux médias. Je m'entends, on parle de BFM et mes voisins sont bien mieux placés que moi pour en parler, mais je peux parler de la Provence. Ça dépend en fait à qui on veut s'adresser. Si tu travailles chez Rock and Folk ou aux Rock, a priori, tu vas voir le monde à travers le prisme de la musique. Si tu travailles aux Chasseurs français, a priori, l'angle de ton journal, ça sera de traiter les thématiques connexes à ce que le média est par essence. Chez BFM, on est plutôt dans une chaîne d'information généraliste selon moi, mais Bruce et Sophie, ou Sophie et Bruce seront mieux placés moi pour le dire. Donc cette ligne éditoriale est conditionnée par le média parce que tu as, mine de rien, une sorte de contrat moral avec ton lecteur, ton auditeur, ton téléspectateur. Si tu écoutes une radio musicale, tu t'attends à ce qu'elle diffuse de la musique, et plutôt la musique qui peut être à la mode. Si tu écoutes une radio de musique classique, bah oui, tu t'attends à ce qu'elle te propose de la musique classique. C'est un petit peu pareil pour l'info. Si tu lis La Provence, journal régional d'information généraliste, tu t'attends à ce qu'on te parle bien sûr de la région ou de phénomènes nationaux voire internationaux, mais toujours au travers le prisme de l'angle du Sud vu depuis Marseille. Donc la question de la ligne éditoriale n'est pas un problème en soi dans un média. C'est évident que si tu arrives aux Rock et que tu proposes un papier avec un angle qui serait l'angle du chasseur français sur c'est la saison de la chasse à la grive, il y a un décalage. Donc la question de la ligne éditoriale n'est pas très gênante. La question de l'angle, je rebondis sur ce que dit Sophie, et c'est d'ailleurs assez amusant parce que j'ai la chance de côtoyer assez régulièrement l'équipe de BFM Marseille. Il y a Julien qui était là il n'y a pas très longtemps. C'est assez amusant parce qu'on ne fait pas le même métier. Ils sont journalistes de télé. Moi, je suis journaliste de l'ancien monde de presse écrite. Et au final, quand on parle entre nous, j'allais dire, on a le même alphabet. On a les mêmes discussions. Et la question d'angle revient de la même façon. Donc c'est clairement un échange. Il se passe tel événement. Comment est-ce que je l'aborde ? Quel sera l'angle le plus pertinent pour mon auditeur, mon téléspectateur, mon lecteur ? Moi, ma préoccupation, et je pense que Sophie a la même, quand elle parle, elle, dans sa tranche de l'après-midi, ou moi, quand on décide ce qu'on met à la une de la Provence, la vraie question de l'angle, c'est au final, qu'est-ce qui va intéresser la personne qui va être à l'autre bout du canal ? Je diffuse un journal, je l'ai en main, qu'est-ce qui va pouvoir intéresser ? Donc l'angle, c'est clairement celui-là. On l'a bien vu sur ces questions de pénurie d'essence là, qui arrivent, dont Bruce parlait tout à l'heure, un petit peu à terme. Alors il y a 1000 angles possibles. Il y a un angle social, bah oui, il y a des ouvriers, des salariés qui font grève. Il y a un angle politique, parce qu'on voit bien que le politique se mêle de la question. Puis après, il y a aussi un angle très pratique. Je pense que BFM Marseille a traité comme nous l'angle pratique. Bah, où est-ce qu'on peut aller acheter de l'essence ? Parce qu'on se retrouve tous, mine de rien, devoir se déplacer. Donc il y a 1000 angles possibles. Mais c'est toujours le fruit d'une réflexion un peu collective. Alors dans les rédactions, c'est d'ailleurs souvent animé. Hein. Dans les rédactions, ça hurle, ce qui ne serait pas accepté dans d'autres entreprises. Bah, nous, oui, on peut se raccrocher à la figure, on peut quitter une salle. Et j'allais dire même, ça fait partie du métier. Et un quart d'heure après, on se retrouve autour d'un café et on redébat du sujet. Donc j'allais dire, la question de l'angle, c'est un débat. Et l'intelligence d'un sujet journalistique, c'est justement l'intelligence qu'on aura bien voulu mettre dans ce débat préalable. Un petit mot pour mon chef, c'est Julien là-bas qui regarde son portable. Il le regarde jamais. Il peut confirmer, on fait une conférence de rédaction tous les matins à 11h et une fois sur trois on n'est pas d'accord, n'est-ce pas ? Mais bon, il faut trancher, on discute. Oui, mais c'est le chef, donc c'est lui qui a raison ou pas, non ? Ça dépend. Et juste pour que les choses soient claires, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale à BFM TV ? Oui, c'est évident. Donc c'est quoi la ligne éditoriale de BFM TV ? C'est une info généraliste, mais si on va un peu plus loin, on traite beaucoup de politique, on traite beaucoup de faits divers. Ça, c'est un truc que beaucoup de médias choisissent de ne pas faire. Nous, on le fait. Beaucoup. On choisit de faire beaucoup d'actualités sociales, évidemment, quand il y a des grèves, ce genre de choses. Donc, on a comme ça des tropismes, comme on dit. Il y a des sujets, et c'est intéressant parce que quand on disait on s'engueule, etc., moi je dirais oui, évidemment, on s'engueule, ça arrive tout le temps, mais au-delà de ça, il faut être honnête, il y a des sujets qu'on aime moins. Il y a des journalistes dans la rédaction qui sont moins fans de faits divers.
Et donc parfois on leur demande de faire un fait divers, ils vont peut-être pas être ultra emballés. Mais ils savent que c'est le boulot parce que c'est la ligne. Ou alors, j'en sais rien, sur certains sujets, moi-même, il y a certains sujets sur lesquels je suis un peu moins à l'aise, ou je suis un peu moins, mais je le fais parce que je sais que j'ai signé pour ça, entre guillemets. En arrivant à BFM TV, personne ne nous prend en traite. Hein. Je sais exactement ce qu'on va me demander. On va me demander de faire de la politique, des faits divers, etc. Ce que j'aime le plus, moi j'aime l'événement. C'est pour ça que je suis venu sur BFM TV il y a un peu plus de 4 ans maintenant, parce que je fais ce métier pour vivre l'événement, quel qu'il soit. L'événement qui bouleverse, l'événement qui casse tout, l'événement qui vous émeut. C'est ça que j'ai envie de vivre sur cette chaîne. Madame. Bonjour. Voilà. Moi, c'est une question plus pour vous. Bruce, tout ça. Je suis là. Voilà. Moi, je vous suis sur BFM TV, mais pas que. Donc, je regarde aussi Pascal Praud sur CNews, etc., etc. Enfin, et d'autres. Et Apolline Malherbe, etc. Et je trouve, c'est un ressenti, que vous êtes... Et justement, vous avez répondu tout à l'heure, parce que j'allais vous poser la question, mais vous avez répondu avant, puisque... Vous avez dit, je n'aime pas l'agressivité, j'ai retenu, je n'aime pas l'agressivité, je suis ouvert, je suis plutôt sympathique et c'est... Ça, je ne l'ai pas dit, ça c'est vous qui l'avez entendu, mais je ne l'ai pas dit. Non, mais ça rejoint ce que je voulais dire. Donc mon ressenti, c'est que vous êtes très calme, mais en même temps, vous posez les questions qu'il faut poser et vous n'avez pas peur de les poser. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que quand... Il y a plusieurs questions. Est-ce que d'abord, ça rejoint un petit peu ce que les jeunes filles ont dit. Est-ce qu'au-dessus, est-ce que vous avez carte blanche? Et est-ce qu'au-dessus, à un moment donné, on vous dit attention, etc. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est plus les personnalités qu'on met à l'antenne. Alors, il y a sur d'autres radios, sur d'autres chaînes, pardon, il y a Pascal Praud, il y a toutes ces personnalités-là. Vous en êtes une. Et je voulais savoir si, déjà, est-ce qu'on vous a mis à l'antenne justement parce que vous êtes calme, parce que vous êtes assez, voilà, déjà ça, un peu bonhomme, etc. Sur BFM TV, ça c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que les personnalités qu'on met à l'antenne généralement, est-ce qu'elles prennent pas aussi, comment dire, est-ce que si elles sont pas là, c'est difficile pour l'antenne? Voilà, c'était un peu toutes ces questions. Non, mais je vous remercie. Alors, première question. Encore une fois, je suis venu ici pour être honnête. Quand vous me dites, est-ce qu'on me demande, est-ce qu'on me donne des consignes, etc. Oui. Heureusement, d'ailleurs. Vous vous rendez compte si on donnait comme ça l'antenne pendant 3 heures à un type en lui disant, vas-y mon gars, fais ce que tu veux. Non, ça marche pas comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des choix industriels. C'est parce qu'au-delà de notre métier, de l'information, etc., ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises qui vivent, qui emploient des centaines de salariés, etc. Donc c'est sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une ligne éditoriale, il y a une façon de raconter l'information, et puis il y a... Donc oui, régulièrement, je suis pas à l'antenne, mais on m'appelle, on me dit, mes chefs me disent, viens, il faut qu'on discute. Alors quand tu as dit ça, est-ce que tu es sûr que tu n'aurais pas pu dire ça? Il n'y a jamais d'agressivité parce que c'est plutôt dans un climat serein, mais bien sûr qu'on discute. On discute, mais pour être complètement honnête, on discute plutôt avant, pour se dire... voilà, il faut que ça peut se décider en début de saison, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait de cette tranche info? Qu'est-ce qu'on va en faire? On essaye de donner une direction, un ton, une ambiance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est plutôt des choses qui se décident en amont, mais bien sûr que je suis pas tout seul comme ça, lâché. On travaille étroitement avec la directrice de la rédaction, qui s'appelle Céline Pigalle, le directeur général, que vous connaissez, qui s'appelle Marc-Olivier Fogiel, qui, par ailleurs, est quelqu'un qui connaît très bien
ce métier et qui connaît très bien l'antenne. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que c'est pas seulement un patron qui est là pour donner des consignes, etc. C'est quelqu'un qui sait exactement ce que c'est que de présenter une tranche et de présenter une émission. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous me dites, oui, Pascal Praud. Alors, je vais vous faire une confidence, mais c'est vraiment entre nous. Hein. Moi aussi, je regarde Pascal Praud. C'est pas une blague, parce que la concurrence étant ce qu'elle est, j'ai devant moi un écran avec l'antenne de nos concurrents qui est allumée. Et je vois ce qu'ils font en direct. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je considère que quand on est dans un match avec une autre chaîne, on ne peut pas juste dire oh, nous on est les meilleurs et puis les autres... Non. Par ailleurs, comme chacun le sait, c'est une chaîne qui a une forte audience. Donc moi j'essaie de comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche, qu'est-ce que les gens vont chercher en regardant cette chaîne. Je le sais. Le débat. Je le sais, je m'en doute. Et si on va au bout de ce que vous me disiez, je pense qu'en effet, si on m'a demandé de présenter cette tranche à cette heure-là, c'est peut-être parce qu'on estimait que je ne ferais pas la même chose. C'est aussi simple que ça. J'arrive vers 7h30 pour prendre l'antenne à 9h. Mais l'équipe est là bien plus tôt. Alors, je vous écoute. Déjà, je vous remercie. L'initiative est très belle et elle est très rare. Donc vraiment, merci à vous de prendre le temps de nous écouter. Moi, ma question concerne plus le journalisme en général. C'est une question en fait qui est dédiée à vous trois. Est-ce que sur ces 10-15 dernières années, avec justement l'évolution des médias, tout ça, vous ne trouvez pas que la frontière entre éditorialiste et journaliste s'affine de plus en plus? Et est-ce qu'à l'avenir, on va justement avoir cette frontière qui est de plus en plus floue? Je voudrais avoir votre avis sur ça. C'est une bonne question, parce qu'en effet, aujourd'hui, vous allez me dire, c'est pas hyper clair et tout ça, mais on fait attention, éditorialiste, c'est un métier. Donc ça veut dire que quand le nom d'un éditorialiste apparaît sous son visage, il y a écrit Bruno Jeudi, éditorialiste politique. Laurent Neumann, qui est à l'antenne avec moi tous les matins, éditorialiste politique. Donc on essaye de marquer cette différence. C'est quoi la différence entre un journaliste politique et un éditorialiste politique? La différence, c'est que l'éditorialiste politique, il est un peu plus autorisé à donner un point de vue. C'est pas tellement son avis au sens tiens, je vais dire ce que je pense, voilà. C'est plutôt exprimer un point de vue, c'est-à-dire se positionner face à une polémique ou autre chose. C'est-à-dire, il va dire, il me semble que dans cette affaire, il y a un problème qui est celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas moi, Laurent Neumann, j'estime qu'on devrait faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une petite subtilité parce qu'en fait, j'adore Laurent Neumann, qui est un de mes bons copains, mais on s'en fout de ce que pense Laurent Neumann. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est important, c'est l'analyse qu'il fait de la situation, et ensuite, lui, il va se positionner. Et il va donner quelque chose qui est différent d'une simple information. Le journaliste politique, lui, il va venir raconter une actualité comme le ferait le journaliste fait divers, le journaliste culture, le journaliste économique, etc. Donc il va venir pour donner moins une analyse que des informations. Ça peut paraître un peu technique, hein, mais je vous explique encore une fois parce que c'est pas tout à fait la même chose. Après, vous me dites, est-ce que c'est un problème? Moi, je pense pas. Si c'est clairement identifié, je pense qu'on peut se le permettre. Et surtout, il y a des gens de talent, quoi, qui font ça chez nous et qui font ça depuis longtemps. Je vous ai cité deux noms, mais il y en a d'autres, évidemment, qui, pour l'économie, Emmanuel Le Chypre, pour d'autres sujets encore. Bon, moi, je pense que sur une chaîne comme ça, on peut se permettre aussi d'avoir des gens qui ont un point de vue.
Mais encore une fois, ne vous méprenez pas. C'est pas pour dire moi je. C'est pas tellement ça la finalité. Dernière question. Une dernière. Je crois qu'il y avait le jeune homme là qui voulait poser une question, non Allez. Bonjour. Parce qu'il est quand même 18h30. Oui, je pose une petite question. Merci d'être venu d'abord à Merci tous beaucoup. et toutes. Je voulais vous demander, moi je fais partie d'une génération qui est une génération de jeunes, qui peut aller de 18, 25 plus, qui est une génération qui regarde pas beaucoup la télévision. Moi je le vois avec les gens autour de moi. Et c'est une génération aussi qui, au-delà de la télévision, qui regarde pas non plus beaucoup les chaînes d'information continue, qui va plus vers des médias en ligne, pour des raisons diverses et variées. Je pense que c'est un gros défi pour vous de garder cette audience et pas de vous adresser uniquement à un public d'un certain âge, on va dire. Et comment est-ce que vous abordez, peut-être différemment selon vous, enfin vos différentes personnalités, comment vous abordez cette problématique dans vos médias, que ce soit au niveau local ou au niveau national? Alors, je suis très sensible à ça. Parce que j'ai 2 enfants qui ont 18 et 20 ans et que je vois bien que même si leur père travaille d'arrache-pied sur cette chaîne, ils ne la regardent pas, ou rarement. En revanche, de temps en temps, ils me disent « Ah bah tiens, je t'ai vu sur TikTok dans une vidéo où tu t'engueules avec Marine Le Pen. » Je suis là, d'accord. Bon, montre-moi ce truc-là. Alors je regarde le truc et je vois 1 200 000 vues. Je me dis bon, ce qui est beaucoup plus que l'audience qu'on a fait ce jour-là. Ou alors des vidéos effectivement qui deviennent virales, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Moi, je vais vous dire, je veux pas être défaitiste, mais la télévision en elle-même. De toute façon, vous avez décidé, et je ne vous en veux pas une seconde, peut-être que si j'avais 18 ans, je serais pareil, vous avez décidé de plus allumer. Donc de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous n'avez pas envie de regarder les autres chaînes, et donc c'est compliqué pour moi de vous dire, mais si, venez quand même regarder cette chaîne-là, à mon avis. Donc nous, on essaie de faire, via le site et via les réseaux sociaux, un travail là-dessus. Donc on fait un maximum de vidéos, par exemple, façon brute ou combini, qu'on met sur le site pour essayer justement de capter un public plus jeune. On essaye aussi de vous attraper par ça, quoi, de vous attraper par les réseaux. Le compte Twitter de BFM TV, je crois que c'est 3 millions d'abonnés, c'est énorme. Le compte, il y a un compte TikTok, évidemment, il y a Instagram, évidemment. Donc si au moins on arrive à vous capter, à capter votre attention via ces réseaux-là, on aura déjà fait un bout du chemin. Pour que peut-être d'ailleurs un jour vous vous disiez, parce que vous verrez ça sur un réseau que vous suivez régulièrement, ah ben tiens, il y a Bruce Toussaint qui reçoit le patron de l'OM, je vais regarder. Je dis ça au hasard, évidemment. Vous voyez, on essaye de vous attraper comme ça, mais c'est pas facile. Et c'est vrai. Et encore, je vais vous dire un truc. BFM TV est de loin la chaîne qui a l'audience la plus jeune, de très très loin. Je ne veux pas citer d'autres chaînes, mais bon. Remarquez, moi j'ai présenté C'est dans l'air, qui est une émission regardée par vos arrière-grands-parents. Et qui faisait un carton. Et qui faisait un carton pour autant. Je plaisante, je veux dire, mais malheureusement, la télévision, oui, on a perdu les jeunes, quoi. C'est affreux. Mais on essaye de vous récupérer. J'essaye. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot, Sophie. Pareil que toi, c'est un vrai défi de prendre les jeunes par la main et de leur faire regarder la télé. Nous, ça passe aussi par les réseaux sociaux. Donc on essaye d'être présent sur Twitter et pour ceux qui nous suivent sur Instagram, BFM Marseille, on essaye quotidiennement de faire des stories en teasant un peu de quoi on va parler dans le journal télévisé. Donc on ne sait pas si ça marche ou pas, c'est tout nouveau, mais en tout cas c'est sûr que la présence sur les réseaux sociaux, c'est l'objectif pour les jeunes. Oui, ce qui a été dit est forcément très vrai et j'y souscris totalement. Moi aussi j'ai 2 filles qui sont un petit peu plus jeunes, mais qui sont ados, et moi aussi je désespère de ne pas les voir regarder ni la télé, de ne pas écouter la radio, et encore pire de lire un journal écrit. Après je me remets en situation à leur âge.
Est-ce que quand j'avais 16 ans, ma préoccupation principale était d'aller écouter de l'info, d'en regarder à la télé? Je ne suis pas certain. Donc je me réfugie derrière en me disant qu'arrive un moment où dans sa vie, ben oui, on s'y intéresse, parce que pour plein de raisons différentes. Donc c'est sûr, quand on est jeune, on n'est pas forcément tourné vers l'info, mais globalement, je pense qu'arrive un moment, peut-être quand on a 20 ans, 25 ans, arrive un moment où ce qui se passe autour intéresse, interroge, et qu'à ce moment-là, oui, chaque génération réinvente ses canaux de communication. Les radios qu'écoutaient mes grands-parents, sans doute, ne seraient plus écoutées aujourd'hui. Les programmes télé tels qu'ils existaient il y a 40 ans non plus. Donc c'est un monde en mouvement permanent. Aujourd'hui, oui, il y a des réseaux sociaux qui sont d'excellentes portes d'entrée. Moi, j'ai le souvenir, on avait reçu à la Provence il y a quelques mois un ministre. Et en rentrant le soir à la maison, je dis ça à mon épouse en disant demain, on reçoit tel ministre. Et ma fille, donc, qui avait 12 ans, je crois, à ce moment-là, me dit « Ah, mais oui, bien sûr !» Elle le connaissait. Je dis « Mais comment tu peux connaître un ministre ?» Je ne dirais pas son nom, mais qu'elle n'avait aucune raison de connaître. A priori, ce n'est pas une star, un ministre. Et elle me dit « Ah, mais oui, mais je tombe parfois sur des vidéos exactement pareilles comme tes enfants sur TikTok. » Et donc, elle savait très bien de qui il s'agissait. Donc oui, c'est pas un canal de diffusion majeur, c'est pas un média au sens où je l'entends, dans lequel j'ai débuté, mais en même temps, ça reste une porte de diffusion de l'information. Alors quand c'est des réseaux sociaux de médias, oui, il y a la caution de la qualité, parce que vous le disiez tout à l'heure, Bruce et Sophie, il y a des centaines de journalistes chez vous, il y en a quasiment 200 à la Provence, donc il y a des gens qui vérifient l'information, mais c'est une porte d'entrée intéressante et dans laquelle je veux croire. Je ne peux pas imaginer que dans 30 ans, personne ne s'intéressera à l'information ou à l'actualité. Et juste sur ça, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, quand les chaînes d'information sont nées, c'était très très jeune. C'est-à-dire que le journal télévisé, c'était un peu pour les vieux, et finalement, le BFM et iTélé, à l'époque, c'était un truc de jeunes, et ça a bougé très très vite. C'était juste pour le constat. Non, il y a une réinvention permanente. Donc c'est sûr qu'il faut se réinventer en permanence, voilà. De la sécurité de l'information qui leur est donnée et qu'ils la recherchent beaucoup plus ailleurs. Oui, sans doute. J'entends aussi beaucoup de critiques venir. Moi, je vais vous dire, encore une fois, très honnêtement, ça m'attriste et ça me désole parce que je trouve ça injuste. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne comprends pas pourquoi cette profession-là. Alors bien sûr qu'on est loin d'être parfait, on pourrait certainement être meilleur, on pourrait certainement faire mieux, on pourrait certainement s'ouvrir davantage, avoir plus de diversité, plus d'opinions. J'entends ça, mais je peux pas m'empêcher de penser que quand même autour de moi, et ça fait longtemps que je fais ce métier, je vois des gens qui font ça honnêtement, qui travaillent dur, qui sont pas toujours récompensés sur ce point-là. Après, on a d'autres motifs de satisfaction parce que c'est un très beau métier, mais c'est vrai que oui, il y a une défiance qui vient de la jeunesse, mais je pense aussi, et je rejoins un peu ce que disait Adrien, peut-être aussi on met pas assez en avant des profils différents, des gens qui devraient plus nous représenter, et donc du coup dans lesquels les jeunes se diraient ah ben là je veux bien regarder parce que justement, je me reconnais plus dans ce profil-là. C'est effectivement un travail qu'on a à faire. Il faut pas se voiler la face. Je voudrais vous remercier pour votre présence et surtout pour la qualité de vos questions. Merci infiniment. C'est un sacré exercice. On a essuyé les plâtres tous ensemble aujourd'hui. Donc merci infiniment. Et si vous le voulez bien, nous allons pouvoir poursuivre cette discussion au soleil. D'ailleurs, je vois là-bas qu'une table a été dressée pour que nous passions encore un petit moment ensemble. Un mot pour remercier la Provence, partenaire de cet événement, et puis le Cercle des nageurs de Marseille, évidemment, parce que c'était un lieu magnifique pour faire cet échange. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.